Salut, bienvenue sur le podcast Plein Potentiel, podcast qui vise à vous inspirer et à vous aider à vous surpasser, toujours en présentant différents invités qui réussissent dans différents domaines et aussi en parlant de différents facteurs qui contribuent à la réussite dans différents domaines. Aujourd'hui, j'ai reçu comme invité Maxime Truman, qui est l'homme derrière danslescoulisses.com. C'est un des plus gros sites de nouvelles sportives au Québec. Ils ont plus de 100 000 personnes qui les suivent sur Facebook. À titre de comparaison, TVA Sport et RDS sont dans les 300 000. Et Maxime me mentionnait qu'en termes de visite libre sur le site, il y a parfois des jours où ça se compare à TVA Sport. Donc vraiment, un des gros sites ici au Québec et un des sites par excellence là, pour suivre les coulisses du sport et les nouvelles sportives concernant le CH, mais aussi les autres équipes de la Ligue nationale de hockey et les nouvelles sportives en général au Québec, notamment aussi des nouvelles sur l'Impact et d'autres équipes du Québec. Avant de vous parler plus en détail du podcast, je voulais vous rappeler que j'offre des services de coaching en psychologie du sport. Donc, que vous soyez athlète, musicien, entrepreneur, je peux vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, essentiellement, je fais du travail sur les émotions dans le but d'aider à améliorer la performance. Donc, si vous voulez avoir un coup de main à ce niveau-là, si vous avez soit des difficultés au niveau de la gestion de la pression, si vous voulez améliorer vos capacités de concentration et d'attention, ou encore simplement pour avoir de l'aide pour atteindre vos objectifs et mieux vous préparer à affronter les compétitions ou les performances que vous avez à faire, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Instagram. Facebook, Francis Lapointe, psychologie de performance, et Instagram, francislapointe.performance. Aussi, sur Facebook, vous pouvez retrouver les images avec les descriptions de mes services. Ceci étant dit, donc, pour le podcast d'aujourd'hui, 3 choses que j'ai retenues. Tout d'abord, lorsque j'ai parlé avec Max de ses débuts avec DLC, il nous mentionnait comment ça avait débuté, que lui avait identifié qu'il n'y avait pas vraiment de site ici au Québec pour s'informer plus en détail au niveau du sport. Et c'est comme ça qu'il a commencé vraiment à mettre différentes informations que lui, il recevait sur un site. Et quand il m'en a parlé durant le podcast, je n'ai pas vraiment identifié ce que je vais vous dire ici, mais en fait, en le réécoutant, ce que ça me faisait penser, c'était de l'importance d'identifier vraiment un besoin quand on est entrepreneur, quand on démarre un projet comme celui-là. Et il semble que Max a vraiment identifié un manque qu'il y avait parce que par la suite, il y a eu vraiment plein d'autres sites qui ont suivi ce que Dans les coulisses font. Et en fait, on voit qu'après 10 ans, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc, je crois que il a vraiment été en mesure de bien cerner un manque qu'il y avait ici au Québec. Et c'est ce qui explique probablement en partie son succès. Autre sujet intéressant du podcast, deuxième élément que j'ai retenu, c'est quand on a parlé du coaching. En fait, Max qui entraîne des jeunes joueurs de soccer. Ils ont vraiment connu beaucoup de succès dans la dernière année avec beaucoup de trophées, remporté beaucoup de compétitions. Et j'ai vraiment aimé la vision que Max y a du coaching avec des jeunes moins de 10 ans. Là, en fait, quand il a commencé à entraîner l'équipe, les jeunes, il y avait environ 7 ans. Puis là, sont autour de 10 ans. Et j'ai aimé qu'on parle de la façon dont il entraîne ces jeunes-là et de l'importance de ne pas trop mettre l'accent sur le résultat, mais plutôt sur l'effort que les jeunes vont fournir. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui devraient écouter ce segment du podcast d'aujourd'hui. Beaucoup d'entraîneurs qui devraient prendre exemple sur Max et notamment là, tous les entraîneurs
qui ont peut-être une certaine difficulté ou qui attendent peut-être un peu trop des jeunes, qui ont un souci un peu trop de performance plutôt que de mettre l'accent sur l'effort que les jeunes fournissent. Troisième élément que je vous invite à porter attention durant le podcast, on a parlé de rap parce que Max est un ancien chanteur-rappeur pour le groupe L'Assemblée et il a fait un parallèle intéressant, comment le rap le préparer au monde du web. Donc, j'en dis pas plus, je vous invite à porter attention durant le podcast et donc ça fait le tour pour les éléments que je voulais mentionner avant de débuter. Donc, je vous souhaite un bon podcast et une bonne écoute et j'espère que vous allez aimer. Ça va bien? Ça va très très bien, toi? Yes. Ben oui. On est devant tes belles guitares, puis d'ailleurs, c'est une des questions que j'avais pour toi. Tu fais-tu encore de la musique? Je les ai accrochés là il y a 6-7 ans, je les ai pris une fois. Ah, ok. Ouais, ça donne une idée. J'ai joué une tune de Marie-Mé à ma fille qui a pogné une tablature rapidement sur Internet. Fait que même pas pour le fun, là, c'est... Je veux recommencer parce que la fille d'un de mes très bons amis a commencé à jouer de la guitare. Puis je suis allé chez eux, puis j'ai remontré des accords. Puis tu sais, là, elle était vraiment contente, puis c'était le fun. Mais je me suis tellement tanné de la musique. Ah ouais? Ouais. Quand j'étais arrivé à 30-31 ans, j'étais tanné de faire la tournée, j'étais tanné de pas voir mes enfants, de partir des fins de semaine. Fait qu'on dirait que j'ai arrêté d'un coup. J'ai pas jamais ressenti le besoin de le reprendre. Mais là, ça s'en vient. Là. Fait que peut-être que le mec, ça soit diffusé, m'avoir repris mes guitares pour une deuxième fois. Mais tu sais, tu peux voir, il y a un petit peu de poussière dans le haut. Là. Ils sont propres, Ils sont belles, par exemple. Ils sont cool, ouais. Surtout celle au centre, là, pour ceux qui connaissent ça, c'est une Les Paul Special Edition, ouais. Vraiment nice. Mais j'ai frotté un peu, là, mais j'ai gratte pas assez. Ouais. Mais c'est ça, pour ceux qui le savent pas, là, beaucoup de connaissent pour DLC, mais avant, tu as fait du rap avec l'Assemblée. Ouais. Tu étais ironique dans l'Assemblée. T'étais. Ben, tu l'as encore. T'es pas inactif, tu as encore ta page active. J'ai vu que tu publiais des trucs de temps en temps. Je publie des choses, mais musicalement, c'est inactif. Ouais. C'est une belle partie de ma vie. Ça a été vraiment le fun. Un 10-15 ans, très très cool. Quand même, ouais. Ouais, c'était cool. Puis, tu sais, on a roulé, on a la chance de faire bien des choses, là, beaucoup de choses. Mais non, écoute, quand t'as des enfants, quand t'essaies de te stabiliser un peu, le rap, c'est pas nécessairement le plus facile. J'imagine. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a amené vers le rap là, au départ, mettons? Ça a commencé vers quel âge et où exactement? Mon secondaire, je jouais du drum dans un groupe de punk rock. J'écoutais du punk rock, puis en même temps, il est arrivé pour les old school, un groupe qui s'appelle I Am, qui rappe en français dans le temps. C'est un groupe marseillais qui ont fait de la... Tu sais, avant, il n'y a pas Internet. Ils sont encore connus, mais surtout grâce à ces années-là, il y a 20 ans, mettons. OK. Puis, tu sais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas rien pour promouvoir ta musique outre-Atlantique. Tu sais, aujourd'hui, c'est évident. Là. Ouais. La chanson, elle se promène d'un continent à l'autre en 3 millisecondes. Là. Fait que quand ils sont débarqués à Musique Plus, puis qu'il y a eu des clips qui ont roulé, je me suis dit, tu sais, j'aime ça le punk rock, j'aime ça jouer du drum, mais je veux rapper. C'est ça que je veux. Tu sais, il y a comme une illumination sur c'est ça que je veux faire. OK. J'ai commencé à fin secondaire, début cégep. Il faut dire aussi que tu allais dans le chant un peu des fois. Là, c'était quand même mélodique ce que vous faisiez. Oh, vraiment, mais je jouais de la guitare en même temps. Ça aussi, ouais. Puis aujourd'hui, c'est drôle, ça revient, ça. Exactement. Les rappers d'aujourd'hui font des shows avec des bands, ils ont beaucoup de guitares dans leur musique. Nous autres, quand on faisait ça, écoute, on avait de l'harmonica, des violons. Moi, je faisais rentrer n'importe quel musicien dans le studio, puis écoute, il y a des takes que ça marchait pas, mais on essayait plein d'affaires. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, dans le temps, on se faisait traiter de rapper à guitare, puis mettons, la grosse communauté rap, très très peur et dur, elle trippait pas nécessairement sur ce qu'on faisait, mais aujourd'hui, ils font tous ça. Tu sais, pas tous, mais il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Ben c'est ça, vous autres ce que vous faisiez c'était beaucoup, j'ai l'impression que les instruments étaient beaucoup de l'avant, puis le beat, il y avait juste vraiment minimal, là, un petit beat en arrière, fait qu'il y avait beaucoup d'instruments, puis là à cette heure on dirait que c'est beaucoup les beats, mais ils rajoutent comme un petit peu de guitare, fait qu'ils vont faire un peu l'inverse. T'as peut-être trop analysé ça là, ouais, peut-être. C'était juste nous autres, tout était important, les paroles étaient importantes, le beat était important, mais musicalement je voulais que ça soit important, tu sais le nouveau vibe un peu plus saccadé, puis on répète les mêmes, tu sais, je trouve ça bon à écouter, mais c'est pas ça qu'on faisait, puis c'est pas ça qu'on ferait si on faisait encore du rap aujourd'hui. Tu sais, c'est important de faire de la musique. Tu sais, quelqu'un me dit qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune, j'avais un groupe de musique, je dis pas que j'avais un groupe de rap, tu sais. J'avais un groupe dans ma tête, j'avais un groupe de musique, on faisait de la musique. Oui, c'était du rap, mais c'était de la musique d'abord et avant tout. Ouais.
Puis vous avez eu quand même du succès, là. Je regardais ça, vous avez été nominé pour à la disque en 2005, je pense, pour un de vos albums. Je sais pas de l'année, mais oui, à peu près. Là. Puis pour cet album-là, c'est l'album Les Gars du Peuple que j'ai noté ici. Vous aviez fait vraiment vous aviez eu beaucoup d'invités pour l'album, là. Tactica, Sans Pression, Mosaïon. Mais je lisais aussi qu'il y avait eu Exterio puis Mike Ward pour l'album. C'était quoi la collaboration avec ces gars-là? Mike Ward, il y avait tout le temps, je me souviens pas ce qu'on l'avait vu, tu sais, c'est des années où tu traînes dans un petit bar du plateau, puis à un moment donné, tu rencontres telle personne, puis là, tu jases, puis tu prends un verre. Hey, j'ai toujours rêvé d'être sur un album de rap. Ça tombe bien, on en fait un, tu sais. Fait qu'il est sorti au studio. Déjà dans le temps, il buvait un coup, puis... Ah, écoute, on avait du fun, mais tu sais, c'était clean, là. Je veux dire, c'était bien correct, mais je veux dire, ça s'est improvisé un peu de même. Je me souviens pas, des détails, mais c'était... Écoute, mon rêve, c'est d'être sur un album rap. Ben, cool, nous autres, on fait un album rap. Fait que, tu sais, ça t'en il rappait ou... Non, il faisait des sketchs. On faisait des 20 secondes. OK. Comme quoi, on se faisait sauter. C'est avant, tu sais. Ça s'appelait l'artiste kamikaze. On disait qu'on se faisait sauter pour avoir de l'attention des médias, pour que notre musique marche, mais on était mort. C'était un peu le concept. Fait que lui, à chaque 20 secondes, on coupait le beat, il devenait comme un peu lourdeau en arrière. Le beat, on entendait encore la séquence, mais elle était loin. Là, lui, il faisait de l'humour entre nos 20 secondes. OK. Fait que, ça donne qu'il n'y a personne qui a jamais fait ça. C'est un peu comme les skits, là, ces albums rap. Là, c'est un peu ça. Ouais. Mais la chanson durait quand même 3-4 minutes. C'est juste que lui, il arrivait à nous entrecouper avec des trucs drôles. Okay. Ça donne pour vrai, je l'ai réécouté, ça donne un produit le fun. C'est cool. Ouais. Puis Exterio, c'est différent. Jesse, qui était écoute, était-tu guitariste ou bassiste? En tout cas, je l'ai reçu sur le podcast. Pour vrai, Jesse Fuchs? Ouais. Ah ouais. C'est devenu un chum. On avait les mêmes distributeurs. On se croisait dans plein d'événements. Puis on se demandait conseil un et l'autre pour les gestion des droits d'auteur, gestion des droits voisins, plein de choses. Ouais. À un moment donné, on s'est dit, bon, on va faire une tourne ensemble. On a fait une tourne, on a fait des shows. J'ai eu beaucoup de fun avec Jesse. Tu sais, j'ai été 2 ans, mettons, à le voir beaucoup. Okay. Puis là, les chemins se sont séparés. J'ai pas de nouvelles dernièrement. J'imagine qu'il va bien. Ouais, très bien. Il y a toujours, avec Slam Disc, sa compagnie 10, ça va très bien. Il est pas dans Rouge Pompier ou quelque chose avant, j'ai vu ça à distance. Là. Mais tu sais, il est super cool, Jesse. Ah ouais. On a eu beaucoup de fun. Travaillé ensemble. Puis le pire, c'est que c'était même pas une toune de punk rock. Puis c'était même pas une toune de rap. C'était une toune en 3-4. Comme une séquence musicale différente. On fait jamais ça dans le rap. Okay. On a fait de quoi de vraiment bizarre. Un peu comme 3 parties à la tune, c'est ça? Non, c'est que, tu sais, mettons, je sais pas, un rap, c'est tu lances une phrase, puis tu répètes avec une rime. Ouais. Ta 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 ta, ta 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 ta. Mais là, on joue des 3-4. C'est genre 1, 2, 3, 1, 2, 3. T'as comme pas le temps de te renvoyer une rime ou tu t'envoies une rime et une rime, puis tu recommences un autre rime avec un autre rime, mais t'arrives en plein milieu d'une mesure. Fait que c'est compliqué, mais ça se fait pas ou ça se fait peu. Nous autres, tant qu'à lancer les barrières du possible, avec Exterio, on s'est dit, gars, on va faire de quoi de complètement fucké. La toune, elle vieillit pas moins bien, mais elle est spéciale, elle est space, là. Ouais. Elle est vraiment space, mais elle est cool pareil. Lui, Jesse, il jouait d'un instrument là-dedans, ouais, ou il chantait? On avait, tu sais, c'était fucké. Écoute, j'étais en appart avec un autre chanteur, j'avais fait un loop de drum. Okay. L'autre chanteur avait juste fait des voix, mais pas de chant, juste la mélodie. J'avais envoyé ça à Jesse, Jesse a rajouté bass, guitare normale, deuxième guitare. Il a renvoyé ça, on a rappé dessus, on lui a renvoyé, il a fait le refrain. C'était lui qui le chantait. Après ça, il l'a donné à son chanteur pour que lui chante la version que lui avait écrite. OK. Puis après ça, on a mixé ça au studio, puis ça a donné un produit final. Ça a été un back and forth. Belle collaboration. Oh, c'est quand même. Ouais. Puis t'es-tu encore en contact avec Narquois? Oh oui, je joue au hockey avec les dimanches. Puis, lui aussi, la musique, il a quitté ça ou bien il en Moi, fait j'ai encore? Eu des enfants, 1 an à peu près ou 2 avant lui. OK. 2 ans peut-être. Puis quand je les ai eus, j'ai dit, écoute, ça marche plus là. On partait de jeudi au dimanche, on était subventionnés pour faire des tournées. T'sais, je me souviens, on s'en allait à Rimouski, donc à Rivière-du-Loup au Québec. Là, on revenait le dimanche soir, puis on repartait encore là pour aller plus loin le jeudi. Okay. Puis moi, j'ai eu 2 jeunes enfants, ils ont 11 mois d'écart. Moi, quand j'ai eu mon deuxième, écoute, la vie de tournée, là, c'était moyen. Puis ta blonde, j'arrêtais pas. Ouais. Ben, ma blonde, puis moi, je revenais de tourner, fait que je voulais m'impliquer au bout, mais j'étais brûlé. Ouais. Fait que tu peux pas t'impliquer vraiment. Ouais, la vie de tournée, ça doit quand même. Tu dors pas bien, tu manges pas bien, tu dors pas dans des super hôtels au Québec. Là. Ouais. Tu fais la fête, j'imagine? Tu fais la fête, à la fin, je faisais moins, mais c'est plate, là. T'en vas à Alma, t'as un gros festival, le fun est pogné, tout le monde s'amuse, puis toi, tu dis, ah, ben non, moi j'ai des responsabilités, je vais. T'en vas dans ton hôtel miteux, puis t'essaies de te connecter sur Internet, puis t'es pas capable, tu sais, je veux dire. Ouais. C'est plate. C'est dur. Mais tu sais, Narquois, lui, il a eu ses enfants 2 mois après, on a fait un show à Rouyn-Noranda, puis moi, ça faisait 2 ans, il s'appelle Gilbert, je dis, il faut arrêter, là, il faut prendre une pause. Moi, je suis en train de m'épuiser, tu sais. Puis on a fait un show à Rouyn-Noranda,
Puis avant le show, il m'a dit « Amuse-toi parce que c'est notre dernier » parce qu'il venait d'avoir son enfant, il dit « Je t'offrais pas, je sais pas comment t'as fait pendant 2 ans. » Lui, il comprenait cette journée-là. On s'est amusé au show. GSP se battait ce soir-là. On a vécu une soirée incroyable. On est revenu, puis ça a été le dernier show qu'on a fait. Puis il n'y a pas eu de regrets ou rien Zéro. de ça? Non. Zéro. Une fois par année, on regarde il vient ici ou je vais chez eux, on regarde 2-3 shows qu'on a fait au Franco ou quelque chose. Des on a bons du souvenirs. fun, tu sais, des bons souvenirs, mais c'est fini. Ouais. Puis après ça, là, t'as commencé la musique à quel âge? Secondaire 2, peut-être, je jouais du drum. Je me suis l'assemblée, mettons, ça a C'est commencé... ça, l'assemblée, j'étais secondaire 5, 98, 99, fait que j'avais 17 ans, mettons, à peu près. Puis jusqu'à là, 31, mettons. La fin du rap, ça a-tu été le début dans les coulisses? Non, il y a eu un genre de 2-3 ans de chevauchement. Ok, c'était les deux, là. C'était les deux, puis... c'est des années de fou. Moi, j'essayais de m'informer en sport, puis je trouvais rien. Puis j'avais des amis dans des bars qui côtoyaient du monde proche du Canadien qui m'amenaient des infos. Okay. Fait que je me suis dit, écoute, on va en transférer une couple. Aujourd'hui, ces amis-là sont plus dans les bars, puis je suis pas sûr que je transférais ces infos-là en 2019. Ça a changé. Là, tu vérifies un peu plus les sources. Oui, puis le type d'info, tu sais, je veux dire... C'était des trucs plus croustillants, photo, exact, ouais. Tu sais, une photo d'un joueur qui fume dans un bar, même si je reçois demain, je sais pas si je la publie. Ouais. Je sais pas. En tout cas, on verra, mais dans ce temps-là, j'hésitais pas, là, on publie, tu sais. Ouais. Puis, je continuais à faire de la musique, on faisait de la tournée, on faisait ça. Puis l'autre chose, c'est que fallait toujours s'informer en anglais. Il y avait rien. RDS, c'était pas sur le coup. TVA Sport n'existait pas. RDS donnait les scores, puis c'est tout. Là, il était pas dans la recherche de nouvelles, dans la rumeur crédible. T'sais, il y avait Eklund qui est Hockey Buzz dans le temps, c'est tout. Okay. Fait que si tu voulais chercher des rumeurs, c'était pas fiable. C'était souvent en anglais, puis t'avais rien en français. Puis à un moment donné, je pense qu'ESPN a fait une section rumeurs. Il fallait payer pour s'abonner. Fait que souvent, ce qu'on faisait, c'est on prenait ça, on traduisait des parties, on donnait le crédit, puis on remettait ça en français, puis le monde, il aimait ça. Okay. Je veux dire, il y a toujours eu un besoin en français. Ça a commencé de même. Ça a commencé de même. Fait qu'on avait d'un côté plus de trucs anglophones qui n'étaient pas traduits au Québec, de l'autre côté des petites infos qui venaient du monde que j'ai rencontré pendant mes 10-15 années de rumba à Montréal. Ouais. Fait que c'est de même que ça a parti dans les coulisses. Puis il y a beaucoup de monde qui se sont greffés. Écoute, aujourd'hui, il y en a partout. Je veux dire, dans les coulisses, Vincent Stanley, même TVA Sport fait du blog, RDS fait du blog, Balle Courbe, Absolument Fan, Abdi LNH, il y a Hockey 30 qui existe. Ça existe encore? Ça existe encore, je veux dire, t'en as plein, puis là, il y en a plein d'autres, là, 7e match ou 7e joueur, 25 CH, il y en a plein. Aujourd'hui, l'offre, elle est trop grande pour ce que le monde veut consommer. Avant, il n'y en avait pas, là. On partit un blog, on était tout seul avec 25 Stanley, tout le monde voulait écrire pour nous autres. On s'est mis à donner la parole à plein de monde. J'avais du monde qui travaillait au Centre Bell dans le temps que les bureaux du Canadien étaient encore là. Ils écrivaient sur un faux nom. Avant, c'était simple. On a juste parti ça, puis tout le monde voulait être dessus. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le marché est saturé. On est encore le plus gros blog. Il y a juste RDS et TVA Sport qui sont plus gros que nous au Québec. Puis TVA Sport, est un mois qu'on est en haut, l'autre mois, c'est eux autres. Là. Sur le web, la télé, on n'est pas là, mais sur le web, on en termes de présence, comme. En termes de visites sur le site, de visiteurs uniques, de sessions par visiteur. OK. Mais tu sais, il y en a beaucoup. Je veux dire, quelqu'un, je sais pas, là, le site fermerait demain matin. Mais le monde va aller ailleurs, puis ils vont trouver leur nouvelle ailleurs. Même chose, TVA Sport fermerait demain. Tout le monde survivrait, ils reprendraient leur info ailleurs. Dans le temps, le marché était quasiment libre. C'est quoi qui t'inquiète dans les coulisses, ou toi, tu penses que vous êtes vraiment comme bien intégré là, dans le... Pas vous avez votre place. Tu sais, si on fait ce qu'on a à faire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je veux dire, il y a une panne de Facebook il y a 2 jours. Tout le monde a vu ses visites dropper. Nous autres, on a fait le double des statistiques qu'on fait d'habitude cette journée-là. J'essaie d'expliquer ça. Le monde est allé plus sur Twitter. Okay. Parce qu'Instagram aussi était fermé. Fait qu'on est présent sur Twitter beaucoup. Puis le monde est allé dans leurs vieux réflexes. L'image de marque de DLC connue, on a 60% qui tapent dans les coulisses au lieu d'arriver par un média social. Fait que je me dis, les gens pouvaient pas aller sur Facebook, mais il y avait encore des 5 minutes, puis des 12 minutes, puis des 17 minutes à tuer sur Internet. Ouais. Fait qu'ils allaient avec leurs références. Je parlais à un de mes chums qui a Clic du Plateau. C'est un blog spécial sur Internet. C'est bon, c'est un peu show business, un peu trash, mais c'est cool. Puis lui aussi, il y a ça. Le monde arrive voir les réseaux sociaux, il arrive normalement. Lui aussi a doublé cette journée-là de statistiques. Fait que, les blogs qui ont une image forte, qui sont ancrés dans la tête des gens, ils n'ont pas juste en référence par les réseaux sociaux, s'ils font ce qu'ils ont à faire, ils vont rester. Mais je peux pas
botcher sur le site. Je peux pas engager n'importe qui. Je peux pas être le premier sur la nouvelle. On peut pas faire des erreurs. Fait que si on fait ce qu'on a à faire, je suis pas inquiet. On a un beau média. Le média, il roule bien. On a une équipe maintenant. J'ai vendu 50% de mes parts à un groupe média. Fait qu'on a une équipe technique super solide. Équipe de pub super solide. On a des rédacteurs à contrat super solides. On est 2 à temps plein. Fait que ça m'inquiète pas, mais il faut travailler comme n'importe quoi. Vous êtes combien en tout, mettons, dans toute l'équipe dans les coulisses? 2 rédacteurs à temps plein. C'est toi puis Jeff, c'est ouais. ça? 2 à temps partiel, mais beaucoup. Kevin puis Wilson. Ouais. Christian, Maxime, qui sont à du temps très partiel, mais sont quand même là. Après ça, on a 2-3 autres plus loin, qui est temps très, très, très partiel. Okay. Puis dans l'équipe, ils sont pas à 100% dans les coulisses. J'ai 2 gars à l'équipe technique qui sont toujours disponibles. Ils travaillent pour Robox, mon partenaire. Ouais. Qui font partie de l'équipe. On a 7 vendeurs, pas juste à nous, mais qui essaient de représenter le mieux qu'ils peuvent à Montréal, à Toronto. Vendeurs de pub, vendeurs de campagne. Sur le web, tu as 2 choix. Tu fais de l'argent avec, tu as bien des clics. Puis l'autre choix qui est beaucoup plus payant et beaucoup plus le fun, c'est que tu fais de l'argent avec ton nom. Fait que les gens, ils veulent acheter de la pub à un prix plus cher pour être associé à toi. Okay. Fait que tu n'as pas besoin nécessairement de vendre beaucoup de clics. C'est toutes les pubs qu'on voit sur votre site, là, c'est oui, ça? mais des pubs en bas qui n'ont pas rapport. Mais souvent, c'est juste du monde qui ont bêté pour tant de clics. Ils veulent acheter n'importe où. Puis des fois, il y a des vidéos là, qui apparaissent là, sur. Ça, c'est souvent du monde qui veulent être dans les coulisses. Okay. Ça, c'est beaucoup plus payant. Tu n'as pas besoin de vendre beaucoup de clics. Les autres, ils vont pas t'acheter 8 millions de clics par jour. Ils en achètent des plus petits batchs, mais à gros prix. Okay. Il y a du monde qui veut s'associer à ton nom. Mise au jeu, des fois, des compagnies de bière une telle journée. C'est des deals que tu n'as pas besoin d'avoir du gros trafic. Les autres, ils veulent juste être associés à ton image de marque. Ouais. Fait que ça, c'est pour ça que cette voie-là est plus intéressante, à mon avis. Puis tu as parlé de la collaboration avec Robox Media. Ça a changé quoi concrètement, cette entente-là? Parce que tu as vendu la moitié des parts, c'est ça? Fait que qu'est-ce que ça a changé pour dans les coulisses? Je suis tout seul. C'est juste ça. T'sais, dans un rush, tu sais que tu as une équipe. Moi, je m'occupais de la rédaction de contenu, je m'en occupe encore, mais je m'occupais des pubs un peu, faire le lien avec ma régie de pub. Là, c'est eux. Ils font tout, Fait que ça, c'est cool. La technique, quand j'avais un bug, il fallait que je trouve un programmeur qui est capable de réparer le bug, puis si j'en trouve pas, mais je dors pas parce que c'est moi qui... Là, non. Là, on a 2 gars techniques qui sont là si on a un problème. Okay. C'est surtout ça, c'est la force d'une équipe. Puis, je trouve que c'est le fun de diviser le stress. Ouais. La pression, tu l'as à plusieurs. Quand ça va bien, tu es content à plusieurs. Puis quand ça va mal, on est plusieurs à se serrer les coudes puis à travailler. Tu m'as demandé, je regrette la musique 0. Je regrette encore moins de m'être associé avec Robox. C'est la meilleure décision que j'ai prise où je t'ai rendu avec Dans les coulisses il y a 2 ans. J'imagine que ça prend aussi une certaine notoriété là, pour pouvoir s'entendre avec des compagnies comme ça. Oui, mais ils vont t'offrir, tu sais. Ils vont te le prendre ton 50% de ton podcast. Je veux dire, c'est juste qu'ils t'offriront pas grand-chose. Tout a un prix, mais ils vont peut-être t'offrir de quoi dans 1 an ou 2. Je pouvais trouver quelqu'un pour 50%, j'ai eu d'autres offres, mais avoir un prix qui valait, tu sais, que j'étais à l'aise avec ça. Puis un plan pour la suite, je veux pas vendre puis pas être bien après. Tu as 2 objectifs. Tu veux capitaliser un actif qui vaut quelque chose, donc je te vends 50%, mais je veux aussi qu'après, je sois plus heureux. On fait plus d'argent. Je fais plus d'argent avec mon 50% depuis qu'avec mon 100% avant. OK. Fait que tu sais... c'est une bonne preuve que c'était une bonne décision. Exactement, mais... Tu sais, je pense que j'ai... Puis tu sais, ça a été rough. En termes de temps aussi, j'imagine que en termes de temps, en termes de stress, de pression, tout. Ouais. Mais tu sais, écoute, ça m'a coûté une fortune d'avocat, là. Ça nous a coûté 23 000 d'avocat pour faire le deal, d'un à l'autre. Okay. Puis on avait décidé qu'on le payait ensemble. Puis moi, ça m'a coûté un avocat tout seul pour relayer les papiers après. Fait que tu sais, j'ai fait mes due diligence, j'ai fait mes devoirs pour arriver à quelque chose qui me plaisait. C'est pas tout, ça tombe du ciel, puis tout. Tu sais, c'était... Je me souviens, la journée qu'on relisait le contrat final, Michel Therrien était congédié. C'était le 14 février, il y a 2 ans et quelques, là. Fait que tu sais, je me souviens de ce rush-là. Moi, j'étais avec les avocats, puis là, il y en a congédié, puis je trouve pas personne, puis... Fait que c'est ça. Mais c'est pas facile. La conclusion, c'est que tu n'auras rien si tu prends pas de risque, si tu travailles pas fort, si tu fais pas ce que tu as à faire. C'est toujours comme ça. Est-ce que justement d'avoir été dans le rap et l'industrie de la musique, ça t'a préparé un peu à tout ça d'une certaine manière? 2 choses, oui, parce que j'ai fait de la business ailleurs, j'avais une maison de disques, j'ai géré des contrats, je me suis planté, tu sais, on se plante toutes. Là. Puis je me plante encore des fois avec DLC, mais ça arrive, c'est juste que le taux d'erreur ou le taux de mauvaise décision, il faut qu'il diminue avec le temps. Tu sais, j'ai fait des plus grosses erreurs en musique,
que j'ai pas refaites avec DLC après, mais j'en ai fait pareil, tu sais. Deuxième chose, sur le hate, là, le chiolage, les mauvais commentaires, tu sais, tout le monde me dit hey, tu dois capoter, tu sais. Ouais, mais dans le rap, c'était pire. Là. Moi, je me suis fait pointer un gun sur moi, je me suis fait brûler un chandail pendant que je l'avais sur le dos. On se faisait menacer, viens pas, tu sais, on a un show, on a vendu 200-300 billets, la salle est là, puis on se fait menacer, viens pas, on va te ramasser. Je suis allé à Val d'Or, puis il y a un gars qui est, je pense que c'est un fou, mais j'ai jamais su la fond de l'histoire. Et il est rentré dans le bar, puis il me cherchait pour me tuer, parce que le moteur il avait dit de me tuer, mais j'ai pas de problème avec aucun moteur. Le gars, d'après moi, était sur un délire, tu sais. Fait que le rap, c'est beaucoup pire, tu sais. Il y a du hate avec DLC, mais je touche du bois, mais personne veut me tuer, là. Ouais. Tu sais, fait que... Puis c'était quoi le hate, mettons, à part le gars de Val d'Or, mettons, là? C'était-tu un peu des guerres entre... Ouais, t'as des rappers qui... Des rappeurs purs et durs, puis d'autres, un peu comme tu disais tantôt, là, le style. Ouais, t'as beaucoup le style de rap, t'as beaucoup quand t'arrives, tu sais, souvent on allait, mettons, à Hull ou à Gatineau, puis les rappers qui sont là, ils font ta première partie, ils ont vendu des billets, après ça t'arrives, souvent t'es le gros gars, fait que tu vas pogner plus qu'eux autres, comme une jalousie qui s'installe, puis t'as du monde, tu sais, c'est nono, mais t'as du monde qui consomme, t'as du monde, j'ai vu des choses dans le rap atroces, là, du monde qui consomme, t'as des gens... Tu sais, je vais te donner un exemple. Ouais, on veut des anecdotes. Là. Non, mais c'est pas drôle, c'est loin d'être drôle, là. Mais j'ai vu des gens sniffer des choses que moi, j'ai jamais rien fait, là. T'sais, j'ai vu des choses, puis des jeunes, là. Puis ça, j'avais mes enfants. Sérieux, toi, quand même. Quand même, je prenais un verre. Moi, j'aimais ça prendre un verre, puis tu sais, mais... Quand on pense au rap, on pense quand même à la drogue. Beaucoup, mais il y en a beaucoup. Ouais. En même temps, je pense pas que ceux qui s'en sortent dans le rap aujourd'hui, ce soit eux qui ont des problèmes de drogue. Je connais pas Evie, mais tu sais, je dis, si tu prends beaucoup de drogue dans le rap au Québec, je pense pas que tu vas t'en sortir, c'est tellement dur. Je pense que tu pogneras pas, mon feeling. Mais tu sais, des premières parties, des fans, du monde qui vient de casser des vitres quand t'as loué un petit chalet pour dormir après le show. Il se passe des choses fuckées dans le rap. Là. Ouais, fait que t'as vu pire là, que les commentaires sur Internet. C'est plate, là, ça me fait de la peine des fois des commentaires sur Internet là, avec DLC, mais j'ai pas peur de ma sécurité. J'ai déjà eu peur de ma sécurité. Puis j'ai croisé, il y a beaucoup de monde qu'on a croisé dans le rap qui se sont suicidés. Là. Le monde souffre. Puis dans le rap, on dirait que ça attire encore plus. Je suis sûr que le taux de souffrance est plus grand dans le rap que dans le ballet jazz. Ceci dit, je connais pas le ballet jazz. Peut-être que je me trompe, mais le rap, c'est une musique beaucoup qui va chercher des jeunes qui ont souffert. Fait que c'est ça qu'ils transmettent par leur musique. Souvent. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime pas le hate, là. J'aimerais ça qu'on n'aille pas de hate, mais il va en avoir sur DLC, il va toujours en avoir. Puis, tu sais, il faut faire une différence avec la critique et le hate. La critique, là, tu sais, quelqu'un, vous pouvez critiquer notre travail, là. On n'est pas parfait, puis des fois, je sais pas, là, on laisse passer une pub qui est achalante, là. T'as 4 personnes qui vont nous écrire, hey, vous avez une pub gossante, ça m'enlève le goût de vous lire. C'est correct, t'as raison. J'ai écrit tout de suite à ma régie, je m'excuse au lecteur, puis on écrit à la régie. Mais de l'autre bord, tu veux juste faire de l'argent, si tu es riche, puis t'es pas capable de respecter le lecteur, t'as toujours été de même au-dessus de tes affaires, tu venais me perdre comme lecteur, je vais dire à tout le monde, relax, man. Il y a une pub qui est pas belle, demande-moi si c'est voulu ou non, s'il y a pas de X, tu comprends ce que je veux dire? La critique, j'ai aucun problème avec la critique. Là. Le hate, tu sais, où tu sors une stat sur Jonathan Drouin, il y a 14 matchs sur ces 15 derniers qui a pas de points. Tu relais la statistique. C'est ça, toi, tu veux toujours sortir Québécois d'ici, ça va être de ta faute, mais non. On analyse le hockey. Tu transmets l'information. That's it. Puis après ça, je pourrais même me permettre un commentaire, mais je l'ai même pas fait, mais je pourrais me permettre. Je pourrais dire que c'est clairement insuffisant. Tu sais, je veux dire, il est l'attaquant le mieux payé du Canadien. On a donné notre meilleur espoir à la défense. Il doit en donner plus. Il faut qu'il travaille fort. Tu sais, mais des fois, tu te rends même pas jusque-là. Puis tu fais juste énumérer les faits, puis c'est comme. Juste ça, c'est déjà. Ennemi, là, ouais, puis j'ai remarqué qu'on dirait qu'il y en a. Je sais pas si c'est moi qui lisais moins les commentaires avant, mais j'ai l'impression que j'en vois plus sur vos articles. On dirait qu'avant, ben j'imagine qu'au début aussi le fait que c'était vraiment comme nouveau, que vous ameniez comme vraiment en dedans des coulisses là, du monde sportif, le monde trouvait ça le fun, puis c'était de quoi de nouveau. Mais là on dirait que la lune de miel est passée, puis que en même temps les commentaires qu'il y a, j'imagine que c'est une minorité, mais cette minorité là est quand même. Ils aiment ça, là, faire du bruit. Ouais, mais allons-y, mettons, disons que c'est 1%. J'ai pas fait d'études, mais disons que c'est 1%.
Au début, on avait 5000 personnes par jour. À 1%, il t'en reste 50. Là, je veux dire, c'est pas ça la stat. Là, prenez pas ça pour une stat précise, là, mais c'est toujours un pourcentage. Aujourd'hui, il y a 80, 100 000 personnes par jour qui viennent, des fois 150, 1000. Ben, ton pourcentage, il est resté pareil. Il est plus gros, tu sais. Puis t'as les commentaires. Quand tu checkes le nombre de commentaires, puis tous ceux-là qui n'ont pas donné de commentaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas donné de hate non plus. Ça vient avec, mais va faire un tour sur n'importe quel site, il y en a plein, là, tu vas voir. Ah ouais, c'est... Je veux dire, c'est comme ça partout. Le sport, tu sais, tantôt je parlais d'émotion, de souffrance, on fait un lien. Le sport, c'est très, très émotif. Ah ouais. Tu sais, je le vis dans le soccer. Tu regardes le soccer, des joueurs de soccer qui sont morts parce qu'ils ont raté des buts ou qui ont fait des buts dans contre leur propre camp. Ils se sont fait tuer. Ah ouais. Le monde est fou avec le sport, tu sais. Ouais. Tu regardes le hockey, tu regardes le football, là, un Super Bowl, il y a 1 an et demi, ou juste avant le Super Bowl, il y avait quelqu'un qui avait mal fait une couverture, là, il avait avancé, puis là, il était pour reculer, il a mal fait sa couverture. Écoute, il y a eu du hate, ils ont insulté sa famille, tu sais, on le voit au hockey. C'est très, très émotif, puis nous, ben, on relaye de l'info sportive et on y donne notre opinion. Oublie ça, on donne 2 raisons aux gens d'être émotifs sur notre site, dans les commentaires. On donne quelque chose qui les rend émotifs en partant, puis on le commente souvent. Ça les rend doublement émotifs. Fait que c'est normal. Ceci dit, on ne se fera pas de cachette. Il y a les mêmes personnes que je bannis qui se trouvent un compte puis qui reviennent mettre les mêmes choses. Là, je leur bannis, ils se trouvent un compte. Il y a des frustrés contre nous, il y a des jaloux, il y a de la compétition. Il y a, ouais, tu peux pas savoir ils viennent d'où. Exact. Des fois, c'est des faux comptes, des comptes... Mais c'est souvent des faux comptes. Ouais, pour faire du troll. Ou un autre blog qui vient de commencer. Mais il n'y en a pas tant que ça. On va faire un tour. Il y en a beaucoup, là, partout. Là. Puis, quand tu te compares, c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Puis des commentaires sur Internet, ça reste... C'est là. Je veux dire, tout le monde est là. Si t'es pas capable de prendre ça, fais-toi pas une business Internet. Expose-toi pas publiquement. Va travailler en privé. T'sais. Mais par exemple, je me souviens qu'il y a eu un moment où tu commentais beaucoup les commentaires. Puis je me souviens que tu as écrit une publication à un moment donné disant que tu n'allais plus le faire. Puis que c'était... J'imagine. Je l'ai fait 2-3 fois. C'était-tu devenu justement que c'était difficile mentalement de tout le temps aller commenter? Puis, Mais c'est parce que je l'ai écrit 2-3 fois cette publication-là. Ça m'est arrivé. À un moment donné, bon, tu essaies d'argumenter, tu essaies de défendre ton point, puis ça fait juste envenimer tout. Ouais, c'est rare que ça marche avec ça marche ce jamais. monde-là. Ça marche jamais. Sincèrement, jamais. Fait que là, je le disais, bon, ben, ok, j'ai essayé. Là, j'arrêtais de commenter, mettons, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis là, tu te refais pogner au jeu. Tu dis, ben, on va recommencer. Là, je le fais plus. Tu sais, puis tu le vois sur Facebook, mais sur Twitter, c'est intense aussi, tu sais. Puis j'ai découvert l'option masquée. Tu les vois pas. Mettons, tu peux masquer sur Twitter, tu peux masquer quelqu'un, il sait pas que tu l'as bloqué, il voit encore tes trucs, mais toutes les interactions qu'il te fait, tu les vois pas. Fait que le gars qui écrit tout le temps la même niaiserie, mais tu le vois plus. Cette option-là devrait exister sur Facebook. Elle n'existe pas. Tu peux masquer un message à la main. C'est 1 par 1. C'est 1 par 1, puis... Il est trop tard, tu l'as vu. C'est ça, exactement. Ça donne rien. Fait que non, mais tu sais... Je sais pas comment dire ça. C'est plate, c'est très plate. Il y a personne qui va te dire que c'est pas plate. Toutes les personnalités publiques vont te le dire. Ça donne pas grand-chose. La seule chose qui est plate, c'est que si tu veux pas les voir sur Facebook, tu vas pas sur Facebook. Et n'y allant pas, tu passes à côté d'une super belle interaction avec ta communauté parce que 98%, 99% envoient des commentaires, c'est pas intéressant. Puis tu passes à côté de ça, mais c'est pour ça que je m'efforce d'y aller. Puis de jaser avec ceux qui ont des bons commentaires. C'est pas intéressant. Tu commandes quand même encore oui. ceux qui sont positifs ou constructifs plus. Oui, ceux que ça me tente, ceux qui viennent me chercher. Tu sais, mettons, on reçoit 1000 commentaires, je ne vais pas commenter aux 1000. Mais ceux qui apportent un bon point. Puis tu sais, de temps en temps, je sais pas, hier on a écrit sur Caden Primo, puis on a dit que il avait été. C'est quoi qu'on a dit? On a dit que Connor Lebock avait gagné le trophée Mike Richter en 2012, finalement c'est en 2014. Mais c'est un lecteur qui nous l'a fait voir, fait qu'on a pu le corriger en 10 minutes sur le site. Tu sais. C'est important aussi. C'est le fun quand c'est bien dit aussi. Ben au lieu de dire vous dites n'importe quoi. Ah, c'est ça, il y en a que ça va pas capable de lire, mettre tes lunettes. Ça vous arrive de faire des erreurs. Là. Mais si on va pas voir ces commentaires-là, tu vois pas l'erreur, fait que c'est une erreur longtemps. Fait qu'ils sont super utiles, c'est juste que ça vient avec un lot. Mais tu sais, conseil à n'importe qui,
arrêtez-vous pas à ça. Il va toujours en avoir. Tu fais un podcast, tu m'as dit combien tu avais d'écoutes tantôt. C'est cool, tu vas en avoir un ou deux qui ont chialé. Pas encore. Bon, mais ça s'en vient. Ça s'en vient Mais peut-être. crois-moi que si tu viens avoir un podcast avec 50 000 écoutes, je dis Mike Ward, il y a un podcast qui pogne au bout, plein de monde qui chiale. Ben, juste mais il est super Joe bon. Rogan, le populaire, Aussi, le podcast le plus populaire, tu vois, sur YouTube, les premiers commentaires les plus likés, c'est tout le temps des trucs drôles, là, mais tu sais, si lui il va lire ça, ça va être... c'est pourri. Il aimera pas ça. Là. C'est ça. Tu sais, les groupes de musique, je veux dire, tous les groupes de musique sans exception. Moi, je me souviens dans le rap, tout le monde capotait sur un groupe, underground, c'est hot, il est underground. Puis là, ils jouaient à Musique Plus une fois, c'est de la merde, t'es bien meilleur quand t'es underground, c'est de la merde, ils ont vendu leur âme. Écoute, ils ont juste fait une toune qui s'est frayé un chemin, puis qui pogne. Tu sais, fait que plus tu deviens gros, la stat reste la même, mais tu grossis, donc le lot de hate grossit. C'est aussi simple que ça. Puis c'est-tu pire au Québec, ça? Parce que ça me fait penser au fait que... Je pense pas. Qu'on dise qu'au Québec, on aime ça comme les trucs plus petits, puis on n'aime pas ça le monde qui pète de la broue, puis qui réussissent, puis qui... Mais je pense que ça, c'est une idée qu'on se fait, parce que tu regardes en France, ils vont dire la même chose. Nous autres, en France, on n'est pas capable de se... Tu sais, je pense que nul n'est prophète dans son pays. Ouais. Je pense qu'on est tous plus durs avec notre monde, puis on pense tous qu'on est différents, mais la réalité ici, là, tu disais que Joe Rogan, tu disais que n'importe qui. Mais pareil partout, là, je me souviens que dans le temps, j'écoutais Funky Family, ils sont arrivés avec un premier album en France, à Marseille, super underground, c'était connu, même c'était pas connu, c'était bon, tout le monde donnait du love, mais il y avait moins de monde qui l'écoutait, il fallait que tu sois un fan freak pour connaître ça. Ouais. On a sorti un deuxième album qui s'appelait Hors de rue, c'est devenu un succès commercial, tu sais, de la merde Funky Family, puis toute la France était, ben pas toute la France, mais il y avait le 1% ou le 2% qui continuait, mais il était tellement rendu gros qu'il y avait beaucoup de hate. Puis des fois, on passe à côté des beaux messages, puis ces messages-là, on les voit plus. Fait que tu sais, ça se fait en France, ça se fait au Québec, ça se fait ailleurs, je suis sûr que ça se fait dans l'Ouest. Fait que je pense que plus il y a de l'émotion, puis plus quelque chose devient gros, plus ça a cette répercussion-là, peu importe où. Mon feeling. Encore une fois, j'ai pas d'études précises, là, mais je pense que c'est... Je pense qu'on aime ça, se faire croire qu'on est différent au Québec, puis qu'on est comme ça, mais je pense que c'est comme ça partout. Ouais. Puis dans les débuts de DLC, là, je me souviens que on savait pas t'étais qui dans le fond. Toutes tes publications c'était sous le nom de DLC. Puis c'est quoi qui a fait que tu as choisi de rester anonyme quand tu as commencé ça? C'est juste parce que je faisais de la musique. Je voulais pas que le monde fasse un lien entre les deux. Tout simplement. Aucune autre raison. Je faisais de la musique puis je voulais pas que le monde donne moins de crédibilité dans les coulisses parce que je fais de la musique ou donne moins de crédibilité à ma musique parce que j'ai un blog de sport. Je voulais juste pas que les deux patentes, je voulais que ça soit deux choses différentes. Quand j'ai arrêté de faire de la musique complètement, je pense que j'ai continué. Il faudrait avoir les dates, là, mais j'ai continué peut-être un an. Parce que on avait quelque chose qui fonctionnait, ça faisait 8 ans, mettons. Fait que j'avais pas le goût de changer la recette. Les Fitworks ont fix it, ça marchait. J'avais pas le goût de sortir de l'ombre dans le risque que ça marche pas. Mais ça me trottait dans la tête, puis j'appelais des amis, puis j'appelais des collègues, puis j'appelais des journalistes, puis j'appelais... Un moment donné, je sais pas, je me suis levé un matin, je pensais que le Canadien ferait pas les séries. J'ai dit salut, je m'appelle Maxime Trouman, puis je pense que le Canadien fera pas les séries. J'ai comme fait un genre de coming out sans faire un coming out, tu sais. Fait que ça, j'ai jamais regretté ça non plus. C'est plate, parce qu'avant, t'es comme un bouclier à critique. Ouais. Mais ça existe pas un bouclier à critique, c'est juste les critiques qui n'étaient pas dirigées vers ta personne, mais vers l'acronyme, dans le fond. Là. Exact. Mais la vie, c'est pas ça, tu sais. C'est le fun, mais c'est comme un monde de licorne. Moi, je veux tout prendre le bon de ce monde public-là, mais je veux pas stand debout, puis défendre, puis recevoir les bons commentaires comme les mauvais. C'est ça, si tu reçois pas le mauvais, tu reçois pas nécessairement le bon non plus. Tu peux pas juste recevoir les deux, tu peux pas choisir de juste recevoir les deux. Tu pouvais pas prendre le crédit pour ce que tu avais fait, on savait pas t'étais qui dans le fond. Ben c'était correct aussi, tu sais, je veux dire, j'étais bien. Tu cherchais pas le fame non plus. Pas en tout, c'est juste qu'à un moment donné, puis tu sais, en même temps, le site est devenu gros, je commençais à connaître des journalistes, tu sais. Pour la crédibilité, puis pour le gros bon sens, on était rendu là, je pense. C'est-tu un danger, ça, que tu commences à connaître les journalistes, puis tout ça? T'as-tu peur que ça devienne un peu trop comme les gros noms, là? Puis que... Non, parce qu'ils me voient pas, tu sais, je veux dire, la plupart ont beaucoup de respect, on se parle... Il y en a beaucoup que je parle souvent, mais tu sais... Ils t'ignorent plus. Non, mais ils nous ignorent publiquement. Parce qu'ils
souvent, on peut pas, mes boss veulent pas que je te cite, mes boss, ils veulent pas qu'on plug un compétiteur, tu sais. RDS plug jamais TVA Sport et vice-versa, là, tu sais. Sauf l'erreur récemment qu'il y a eu à TVA Sport. Ah, ça, c'était drôle. C'était drôle, ouais. C'est hallucinant, là. Mais tu sais, fait que s'ils se pluguent pas en compétiteur, ils plugueront pas un blog non plus, tu sais. Ouais. Il y a la presse qui le fait des fois parce qu'ils sont affiliés avec personne, puis... Mais quand c'est une exclusivité, est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Non, la règle, c'est que si tu es capable de te faire confirmer la nouvelle par quelqu'un d'autre ou par un communiqué, n'importe quoi, tu n'as pas à donner la paternité de la nouvelle. Tu peux le faire par éthique, gentillesse, respect, mais tu n'as pas à le faire. Fait que les patrons, ils veulent pas qu'ils le fassent. Fait qu'ils vont chercher ailleurs. Puis... That's it. Ils vont se faire confirmer la nouvelle. Puis c'est plate pour celui qui l'a sorti en premier, mais c'est la règle du journaliste. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Tu fais-tu plus attention à ce que tu écris depuis... Ben, je vais commencer différemment. L'année passée, tu as écrit justement... je sais pas si c'était une exclusivité sur le 91,9 Sport. On était premiers à sortir. C'était une exclusivité, comme quoi il y allait avoir des coupures à station, qu'il y avait probablement des difficultés financières, puis il y a eu une petite... en fait, tu t'es fait critiquer, là, ça a fait... je cherche le mot, ça a fait une... T'as choisi ton mot. Ouais, je le trouve pas. Mais en controverse. Tu t'es fait... Ouais, exact, une controverse. Il y a eu une petite controverse par rapport à ça. Tu t'es fait critiquer. Je pense que c'était plus par rapport au fait qu'eux, ils disaient qu'il n'y avait pas de difficultés, puis que c'est pas parce qu'ils font des coupures qu'ils ont des difficultés financières. Puis finalement, ben, quelques mois après, ben, la station a été vendue. Puis là, ça deviendrait une station musicale probablement. Ça n'a pas été annoncé officiellement, je pense. Plein de choses. La première, quand il était question des coupures, c'est il y a à peu près, on est quoi là, mars? C'était en mars l'année passée. C'est ça, exact. Ça fait un an. Ils ont coupé, je me souviens pas combien de monde, mais ils ont coupé plusieurs personnes à l'interne. Ils ont coupé des gens que je connaissais. Il y a des gens qui m'ont demandé si je cherchais des employés. J'ai comment ça, tu sais? Ah, mais j'ai été coupé, tu sais. Fait que cette nouvelle-là était pas publique, mais... Eux, ils avaient été coupés, puis ça n'avait pas été... Ça n'avait pas été annoncé publiquement. On s'est posé longtemps la question, est-ce que c'est une nouvelle publique ou non? Puis quand on a eu l'information comme quoi il y avait des pertes financières, on a jugé, peut-être qu'on avait tort, peut-être qu'on avait raison, mais nous, on a jugé que cette nouvelle-là était publique. Tu as des employés, tu as des animateurs, des chroniqueurs que les gens aiment et écoutent et s'attachent qui perdent leur emploi. Puis tu as une station que les gens aiment, écoutent, etc., qui a des pertes financières, on a jugé que c'était public. Quand on a sorti ça, on s'est fait critiquer, mais c'est normal, on le savait. Là, en pesant publier, je savais que j'allais avoir des heures difficiles. Je me souviens, je m'en allais coacher au soccer, puis là-bas, c'était l'enfer. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis dans mes bottes, parce que j'avais mes souliers de soccer. Quand j'ai repogné après l'entraînement, c'était la catastrophe. Là. Ah ouais. C'est le 23 mars. C'est la fête à mon gars, puis on est revenu ici prendre un gâteau, puis j'ai pas été avec mon gars. J'allais gérer l'incendie. C'est resté comme ça. Puis à l'automne, puis tout ce temps-là, je travaillais sur le dossier. Je savais que la station était à vendre. Je savais pas à qui. J'ai eu des vents de qui s'approchait pour l'acheter. J'ai su que Jean-Charles essayait de l'acheter avec du monde, mais qu'il n'avait pas convaincu personne, justement à cause, notamment parce qu'il a fait des pertes. C'est quelque chose qui a des pertes, ça vaut pas grand-chose. Mm-hmm. Puis... Fait que tu savais à ce moment-là que ça allait être, que c'était à vendre. Oui, puis j'étais sur le dossier quasiment à chaque semaine. Tu n'as quand même pas annoncé que c'était à vendre. J'ai pas annoncé que c'était à vendre. Tu as choisi d'annoncer autre chose. Exact. J'attendais. En fait, je ne voulais pas annoncer nécessairement toujours un follow-up. Je voulais être le premier sur la confirmation de qu'est-ce qui va se passer. Puis on l'a eu une journée X. On a su que il y allait avoir un meeting d'employés au 89 le lendemain matin. Puis on a su que c'était pour dire que la station était vendue. Quand ces deux nouvelles-là, qu'on a eues de personnes différentes, se sont regroupées, on avait deux sources, fait qu'on a sorti la nouvelle. Ça vous prend tout le temps deux sources? Tu peux sortir une source, c'est juste que t'es pas... T'es moins safe. T'es moins safe, t'es exposable, tu sais, je veux dire, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu veux-tu le sortir comme une rumeur conjuguée au conditionnel, puis juste propager des rumeurs, ou tu veux être 100% crédible et solide? Cette fois-là, on voulait pas sortir une rumeur, on voulait sortir une nouvelle. Mm-hmm. Une nouvelle, vas-y pas en bas de deux sources. Même il y en a qui vont dire trois. OK. Cette fois-là, on l'a pas conjugué au conditionnel, on conjugué au présent et au futur. C'était une nouvelle. Là où on est allé au conditionnel, c'est qu'on a dit que Jean-Charles, que plusieurs rumeurs envoyaient Jean-Charles chez Québécois, à Cube ou à TVA Sport. Mm-hmm.
puis que la station était vendue à Leclerc Communications qui avait l'intention d'en faire une station musicale. On a aussi dit que il fallait que ça passe au CRTC, il fallait que ça soit approuvé parce que il y a deux dossiers qui accrochent avec la vente au CRTC parce que le 99 a été vendu à Leclerc, mais dans le même deal, tu as Radio X à Québec qui a été vendu à Leclerc aussi. Donc, première chose, ils doivent avoir l'approbation pour changer la vocation du 99 Sport en station musicale. Ça prend une approbation, ça, ils devraient l'avoir. Puis l'autre, c'est d'avoir une troisième station. À Québec, Leclerc a déjà Boulevard puis il a déjà Week-end. Donc là, ils vont chercher Radio X, ça fait 3 stations francophones sur les ondes FM d'un même marché. Et le CRTC en donne le droit juste d'en avoir 2. Donc, ils ont besoin d'une dérogation pour ça. Et c'est là que ça se passe. Il y a eu les audiences il y a quelques semaines et on va avoir la réponse avant le 27 mars. Ça peut arriver n'importe quand d'ici le 27 mars. Si un des deux passe pas, les Leclerc ont dit qu'ils laissaient tomber le deal. Donc, la station redeviendrait propriété de RNC. On ne sait pas ce que RNC ferait avec. Fait que moi, je suis là-dessus. C'est le dossier. Je veux savoir si ça tombe, qu'est-ce qui se passe avec la station. Ça ne veut pas dire qu'elle va survivre. Ils peuvent mettre la clé dans la porte. Ils peuvent en faire une station parlée, pas sportive. Ils peuvent demander eux-mêmes un changement de vocation pour la licence. Ils peuvent vendre à quelqu'un d'autre. Tout est possible. OK. Fait que quand on a sorti ça, ce qui est arrivé, c'est que ça a fait de la peine à beaucoup de monde à la station. Ça a dérangé, ça a frustré du monde. Puis ben là, Jean-Charles est sorti, puis lui, il m'a attaqué personnellement. Mm-hmm. Ça, c'est poche. Ça, c'est stupide parce que tu as quelqu'un qui sort une nouvelle, puis tu as quelqu'un de l'autre côté qui va attaquer celui qui a sorti la nouvelle au lieu de parler de la nouvelle en tant que telle. Je me souviens qu'il a à peu près tout nié. Puis une semaine après, il a annoncé son départ du 99 pour aller à TVA Sport. Fait que, tu sais, je pense que Jean-Charles avait prévu une façon de sortir du 91.9 Sport. Je pense qu'il y avait un plan pour sortir. Je pense que cette annonce-là a tout scrappé son plan. Il était frustré. Probablement. Ceci dit, les Leclerc annonçaient le lendemain matin qu'ils achetaient quand même. Tu sais, que tout ce que j'ai sorti le soir, ça a été annoncé le lendemain. Fait que même si je sortais pas la nouvelle, je pense que son plan était scrappé pareil. Tu sais. Mm-hmm. Mais ça a été facile de tirer sur un individu. Ça, c'est la première fois que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment dérangé. Parce qu'on était dans du personnel. J'ai des parents au soccer, je coach au soccer, j'ai des parents qui me posent des questions par rapport à ça. J'ai des. Tu sais, c'est non, mais je dois rendre des comptes à un CA au soccer. Ça les a dérangés, ils m'ont rencontré pour ça. J'ai des enfants, j'ai une blonde, j'ai des beaux-parents, j'ai des parents. Puis tout ce monde-là se demande qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Puis moi, ma réponse, c'est rien. J'ai fait ma job. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve ça poche. C'est la première, puis c'est probablement la seule fois que ça m'a dérangé à ce niveau-là. Puis, tu veux-tu dire c'est quoi qu'il t'a dit exactement? Ou... Non, mais il l'a dit en nom. Il a fait une sortie en nom. Ouais. Puis c'est quoi exactement qu'il a dit? Je me souviens pas, puis j'ai comme tourné la page là-dessus, mais je sais pas, il attaquait mes talents de blogueur, il a attaqué mes talents de rapper, il a espéré qu'on ferme bientôt, il a demandé aux gens de se désabonner de notre site, il a demandé aux gens de nous boycotter. Tu sais, nous autres, on fait vivre, tu sais, j'ai une famille qui vit de ça, Jeff a une famille qui vit de ça, on a plein de jeunes à temps partiel qui payent leur appart puis leur étude avec ça. Ça aurait pu quand même avoir un impact. Ça a eu un impact, en fait, ça a eu un gros impact positif pendant quelques jours. Et après ça, on a vu une drop. Là. Il y a du monde qui se sont des abonnés. Okay. Il y a du monde qui suivent, tu sais. Un animateur qui aime, tu sais, c'est du jamais vu, là. Personnalité publique qui dit haut et fort, sur les ondes publiques, en heure de grande écoute, ne consommez plus tel produit, tu sais, c'est de la diffamation. On a pensé à poursuivre. En même temps, j'ai pas le goût de rentrer là-dedans. Lui, il va me poursuivre d'autres choses, puis c'est pas pour ça qu'on fait rien. Puis aujourd'hui, je suis pas amer envers Jean-Charles. Pour vrai, quand il fait une bonne chronique à la télé, on le plug encore sur le site. Ouais, il faut parler encore de lui. C'est ça, j'ai pas le goût de rentrer dans rien de négatif. Mm-hmm. Seule chose, c'est que cet épisode-là était merdique pour moi, était merdique dans les coulisses. Ouais. Mais si c'était à refaire, je ferais la même chose. Tu sais, je veux dire, j'ai une nouvelle, je la sors. Je me souviens, on avait sorti quand Michel Bergeron est passé d'une station à l'autre. On a sorti quand Michel Villeneuve était congédié après avoir tenu ses propos sur Max Pacioretty. Puis Michel Therrien. C'est de la nouvelle. Si je décide de ne pas sortir de nouvelle parce que j'ai peur de ce qui va se passer, mais que je sais que la nouvelle est vraie, je fais plus ma job. Ce journée-là, je vais juste arrêter. Vous avez-tu des meilleures sources que les grands réseaux? C'est juste que les grands réseaux ne sortent pas ces nouvelles-là? Il y a les deux. Les deux? Ouais. Mais tu sais, pour cette nouvelle-là, je sais que personne ne l'avait. Okay. Parce que quand j'appelais du monde, personne ne l'avait. Même chose quand Galchenyuk et sa blonde l'avaient frappé puis elle a fait une nuit en prison. Ouais. Moi et Vincent Stanley, on travaillait ensemble, puis JT dans le temps. Puis les médias réguliers, standards, ne l'avaient pas cette nouvelle-là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai appelé du monde dans les médias réguliers. Puis là, ils ont fouillé. Puis à un moment donné, moi, quelqu'un m'a appelé, sans le nommer, là, un journaliste, puis il m'a dit
la nouvelle va sortir ailleurs bientôt, dépêche-toi. OK. Puis moi, c'était John, c'était le gars de 25 Sonic qui m'avait mis sur cette nouvelle-là. Moi, j'avais fouillé, j'avais trouvé toute l'histoire. Lui, il avait juste la première info, mais par respect, moi, je l'ai appelé, je dis sors-la. Il m'a dit minuit et quart, ben, sors-la. Parce qu'elle va sortir ailleurs. Fait que lui, il l'a sorti. Moi, j'avais déjà mon follow-up de tout écrit en le pluguant. Puis les médias réguliers, ils l'ont sorti à 5h le matin, 4h30, 5h. Fait qu'au moins, on a eu la paternité de la nouvelle pendant la nuit. T'sais. C'est pas grand-chose, mais après, quand tu te lèves le matin puis tu regardes qui l'a sorti en premier, tu vois c'était qui. Fait que toi, tu l'as rappelé vraiment, vu que c'était lui qui t'avait apporté la nouvelle, c'est lui qui l'a sorti en premier ou vous l'avez vraiment sorti comme en même temps? Je l'ai laissé la sortir avant. Ah, OK. Je veux dire, si je veux du respect envers mon travail, il faut que je montre du respect envers le travail des autres aussi. Ouais. Le pire, c'est que j'essayais de l'appeler puis jouer au hockey. Il me semble que c'est jouer au hockey, mais en tout cas, pendant 1 heure ou 2, j'étais pas capable de le rejoindre. Puis là, je vais sortir avant que les autres sortent, tu sais. Je dis non, c'est lui qui m'a, tu sais, j'attendais, j'ai donné. On a une super belle relation, là. Il est rendu chez Cube Radio. J'étais Utah, puis on se parle encore au bout. Puis, il n'a pas été à une station de télé. Il était à la V. Quand 25 Stanley était vendu à V, il m'a travaillé pour V, il a fait les nouvelles le matin. Ouais, c'est ça. Là, ça a disparu, c'est un nouveau concept, je pense. OK. Fait que, puis lui, quand il a vendu son site à V, il y avait un certain temps où il était obligé de travailler pour l'entreprise, mais quand ça s'est terminé, il a juste passé à autre chose. OK, là, c'est à V. Le site, il est 100% à V. Ouais. OK. C'est pas à lui. Fait que lui, il travaille chez Cube Radio. Il se dit très, très, très heureux. Puis, on a une super bonne relation. Tu sais, cette journée-là, j'y vole la nouvelle. Ou pas j'y vole, mais mettons, je publie sans. J'ai plus de relation. Je perds un. C'est pas un grand ami, mais c'est une chumée, connaissance, collègue. Tu sais, c'est important. Là, pour moi, vous êtes dans la même vocation, là, sensiblement. Oui, puis j'aurais pas plus d'argent, plus de visiteurs, plus de crédibilité. Ça donne à rien. Là. Souvent, on se dit ça. Là, telle journée, je vais sortir. Mettons, j'ai une rumeur trash. Okay, j'ai déjà eu des affaires, c'est Nathan Beaulieu là, que j'ai décidé de pas sortir, juste pour mon karma. Ça me tentait pas de. C'était pas parce que j'avais peur du Canadien, c'est comme j'ai pas le goût de sortir ça. Je pense pas que c'est de nature publique, je pense pas que c'est ce qu'on fait dans les coulisses. T'sais. Il y a quand même un filtre là, qui se fait parce que oui. Tu t'en sors quand même des nouvelles des fois de vie privée. Là. Oh, mais il y a une limite. Mais t'as quand même on a des limite, trucs là. sur des femmes de joueurs du Canadien qui sont très, très, très privés. On les sort pas parce que c'est pas notre mandat, puis j'ai pas le goût de mettre mon stamp là-dessus. T'sais, ça me tente pas. C'est pas. Mais. Ça peut quand même avoir des conséquences aussi sur plus grandes que niveau hockey. Là. J'imagine. Sur ça des peut, familles, on peut être poursuivi. Sur des familles. Je veux dire, il y a plein de choses. Puis, le point où je vais aller, c'est que cette journée-là, on aurait des stats de fou. Là. On ferait de l'argent. Là. Mais c'est pas l'objectif. Puis à long terme, c'est pas vrai. Tu vas faire un pic, là. Tu pourrais perdre ça va dropper. Aussi, on pourrait perdre du monde. Ouais. On pourrait perdre la crédibilité avec des gens du milieu. Puis sincèrement, je dormirais pas bien que ça. Fait que mon point, c'est que la nouvelle choque une fois. Ça vaut pas grand-chose. Hein. Sérieusement, là, il y a du monde qui sont juste pour ça. Là, hey, je veux la nouvelle choc. Ça donne pas grand-chose. T'sais. Un scoop de transaction, c'est le fun. Scooper... on avait eu Domi Galchenyuk, on a sorti une coupe, c'est super cool là. Mais des nouvelles comme ça, passe à autre chose. Ouais, c'est le fun après ça quand tu vois que les transactions, tu peux voir que ça arrive. Fait que c'est le fun, il y a comme un résultat. Puis même quand ça arrive pas, le Canadien a négocié au bout pour Alimata. C'était vraiment, je sais, l'info elle est 100% crédible. On l'a sorti, ça s'est pas fait, puis Mata s'est blessé. Moi, je le sais que mon info est bonne. Fait que je suis bien avec ça. Ils me disent, t'as écrit n'importe quoi. Tu peux le penser. T'sais. Pour vrai, avant, non, je te jure, pas écrit n'importe quoi. Non, moi, je le sais que c'est vrai. Fait que... Quand t'écris pas au conditionnel, ça veut dire que tu le sais. J'en suis convaincu. OK. Puis il y a plusieurs. Tu sais, des fois, tu peux être convaincu avec une source. Là. Ça arrive jamais. Là. Mais si Marc Bergevin m'appelle et me dit, hey, on a jasé, puis tel. Il n'y a pas besoin de deuxième source. Là. Je l'ai. Mais. Ou il est en train de te niaiser, mais. Ouais, puis tu sais. C'est déjà arrivé. Je peux pas le raconter, j'ai pas le droit. Ah ouais? Tu t'es fait niaiser avec... Non, c'est qu'il y a quelqu'un, c'est pire que ça, il y a quelqu'un qui a perdu sa job pour nous avoir dit quelque chose. Oh. Ouais. Puis je peux pas raconter tous les détails. Quelqu'un qui a perdu sa job pour nous avoir dit une info privilégiée qu'on a sorti sur le site. Et eux ont fait un genre de faux scénario pour trouver qu'il avait sorti ça. Ils l'ont trouvé, puis il a perdu sa job. Ah ouais? Eux, c'est le Canadien. Hein? C'est le Canadien. Mais, fait que tu sais, c'est okay. ça. Fait qu'on fait attention avec tout. Puis aussi, tu sais,
les personnes qui parlent font très attention. Très, très, très. Fait que ça, c'est cool aussi. T'sais, mais des fois, on sait quelque chose, puis la personne, tu peux pas le sortir, je vais le mettre dans le marbre, mais correct, je le sors pas. T'sais, on sait des histoires, là. Il y en a beaucoup d'histoires, puis pas on, là, je veux dire, les journalistes en savent plein. Mais des fois, ils peuvent pas la sortir pour pas mettre dans la merde quelqu'un. Les journalistes, des histoires privées, ils la sortent pas parce que leur boss veut pas. Ça arrive qu'ils nous appellent pour qu'on le sorte. Puis nous autres, on a un petit peu plus de jeu qu'eux autres, tu sais. Puis pourquoi eux, ils voudraient que toi, tu le sortes, mettons? Ouais, des fois, ils sont cool. Des fois, on les aide, là. Je veux dire, il y a des journalistes standards qui nous ont appelés pour qu'on donne des coups de main sur certaines choses. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est du donnant-donnant. Ouais. Des fois, il y a des journalistes qui veulent vraiment qu'une histoire sorte. Point. Fait que s'ils sont pas capables de la sortir, ils veulent qu'elle sorte ailleurs. Puis, tu sais, des fois, eux autres vont pas la sortir, puis nous, notre latitude est un petit peu plus grande qu'eux. Mais des fois, ils vont nous dire de quoi, puis on ne sortira pas plus parce qu'on n'est pas des, on n'est pas une poubelle à. J'imagine que aussi ils font ça parce que ça doit leur faire chier des fois d'être les mains liées autant parce que la job de journaliste à la base c'est de rapporter la nouvelle, puis eux autres ils se retrouvent qu'ils peuvent plus la rapporter, fait qu'ils doivent se dire ben là je vais la donner à quelqu'un d'autre, moi je veux que ça sorte là, tu sais. T'as beaucoup de journalistes qui sont comme ça, mais ce qui est drôle aussi c'est que ceux qui se mettent à suivre le Canadien, ils oublient des fois ce principe de nouvelle. Ils sont dans leurs pantoufles. Ouais. Bien installés. Ils sont bien, là. J'ai passé du temps avec eux autres. Ils sont bien, là. Ouais. Ils sont bien. Ils n'ont pas le goût de tout chambarder. Tu sais, combien de fois on a vu récemment des rappels parce que tel joueur, mettons, il s'en allait rejoindre l'équipe à New York, ou je sais, aucune idée, puis il était sur le même vol qu'un journaliste. Puis là, le journaliste le sort pas, mais il est assis à côté du joueur, il sait, là. Puis là, à un moment donné, le Canadien le sort, puis là, t'as le journaliste qui retweet « Il était à côté de moi dans l'avion! » Ouais, mais pourquoi tu l'as pas sorti tantôt? Tu sais, ça ne tente pas. Pourquoi tu le spécifies en le tweetant en aussi, plus, en plus, tu sais, t'es comme « Salut, je vous avoue que je le savais, mais je l'ai pas dit. » Ouais, c'est ça. Fait que, mais ils sont bien, ils sont bien traités. Puis ben oui. Je ferais peut-être la même chose si j'étais eux avec leurs convictions puis leur deal à eux. Nous autres, on fait pas ça. On fait d'autres choses. On offre un autre produit, un produit différent. Puis, tu sais, notre objectif, là, c'est que si tu viens passer, mettons, tu lis les 10 articles avec les rafales qu'il y a puis la façon que la nouvelle est traitée, l'objectif, c'est que tu n'as pas besoin de lire d'autres choses. Si tu veux lire d'autres choses après, fine, it's up to you, là. Mais on essaye de donner à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, qui veut pas scroller Twitter, qui veut pas faire 18 000 sites. Ben, il vient sur DLC, puis il lit tous les articles de la journée, puis il passe à autre chose. Ça a pris 15 minutes, mettons. Il y a ses nouvelles de sport. C'est un peu l'objectif qu'on a. Ouais. Moi, j'aime vraiment les articles des entraînements du matin, puis savoir ça va être qui va jouer le soir, puis aussi les analyses des matchs. Là, je trouve que vos analyses, vous allez pousser un peu plus loin. J'aime beaucoup Christian qui fait les résumés de matchs. Il fait genre 70 matchs sur 82. Je l'aime beaucoup. Et souvent, on s'écrit toute la gang. On a genre une discussion. Fait que souvent, il va sortir une idée que quelqu'un d'autre a pris, mais là, il va la retourner à sa sauce. Il va... J'aime beaucoup ça. Mais c'est le fun d'avoir comme le résumé du match, mais c'est plus précis que les vieux articles de RDS que tel joueur a compté. Puis, mais c'est moins standardisé, c'est moins aseptisé. C'est différent. Après ça, il y a du monde. plus personnel. Ouais. Puis ça, c'est le fun. Puis on se permet une opinion qu'eux ne se permettent pas dans ce type d'article-là. Ouais. Parce qu'eux autres, ils livrent la nouvelle à titre d'atard. Nous, on se permet de l'opinion. Vous permettez de dire que tel joueur a mal performé ce soir-là. Exact. Puis... Fait que, mais il y a du monde qui aime pas ça. Il y a du monde qu'eux autres, ils veulent juste la nouvelle, à titre. Mais moi, j'aime ça lire d'extra. Moi, quand je lis des textes en anglais, je lis pas des textes de TSN, mettons, super formatés. Je vais lire d'autres choses. Je vais lire des longues chroniques. Tu sais, le 31 Toss d'Elliot Friedman qui sort une fois par semaine. J'adore ça. Il amène des rumeurs. C'est crédible. Quand c'est plus crédible, il le dit. Quand c'est moins crédible, il le dit. Il amène de l'opinion. Il dit qu'il a jasé avec telle autre personne. C'est ça qu'on veut. On veut de l'extra. En tout cas, moi, je veux de l'extra. Puis le monde qui vient dans les coulisses, je pense qu'ils veulent de l'extra eux autres aussi. Puis ça ramène un peu à ce que vous faisiez au début. Vous le faites encore. Des fois, vous résumez les 21 Talks d'Elliot. Puis c'est cool que vous fassiez ça encore mais souvent, ça passe dans le mettre ça en français. Puis... Tu sais, oui, mais souvent, c'est ça, moi, j'irais pas le voir. Que le 21 Talk, là, j'irais pas checker. Je sais même pas où aller. Je sais que des fois, vous le donnez. Fait que je vais le checker. Puis... Mais tu sais, il est long à lire. À un moment donné, il y a des sujets qui. Ah, c'est ça, vous le synthétisez au bout. Exact. On fait un petit tri là-dedans. Mais c'est le fun aussi. Là. Ça reste que. Ce qui est le fun, c'est d'aller traiter ce sujet-là, traiter son opinion, puis après donner notre propre opinion. Tu sais, ça reste.
nous autres, on trouve ça plaisant. Puis on va toujours garder cette couleur-là sur DLC qui est supplémentaire à juste dropper la nouvelle. Par contre, quand on a une nouvelle exclusive, on va juste te dropper la nouvelle. Ouais. Ça veut pas dire... La nouvelle, c'est 99 Sport, n'importe quoi. Dernièrement, quand on a une nouvelle exclusive, on va s'en tenir au simple. Je veux dire, c'est ce fait-là, ce fait-là, ce fait-là. That's it. T'sais. Mais quand on n'a pas de nouvelle exclusive, on trouve ça le fun de la commenter. Ouais. Puis souvent, il faut que vous la sortiez comme très rapidement, la nouvelle exclusive. Là. Fait que c'est comme to the point, parce que sinon, ça va être quelqu'un d'autre qui va le dire. Ah, puis ça va vite. Là. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Puis tu sais, t'en as pas beaucoup de la nouvelle exclusive. Il faudrait qu'on fasse une... Peut-être qu'on en a 15 par année, 20, je sais pas combien on en a, 2 par mois, je sais pas là. Ouais. Mais t'en as pas tant que ça. Là. Fait que quand t'en as, t'es excité. Puis souvent, on a qu'on n'est pas sûr. Finalement, on essaie de vérifier, puis boum, ça sort ailleurs. Ça, c'est chiant. Ouais. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est... j'imagine. Mais t'es plus à l'aise d'avoir fait ça que de sortir quelque chose qui va s'avérer faux. Fait que là, t'as l'air d'un ego, tu sais. Mais c'est poche quand t'as une nouvelle puis qu'elle sort ailleurs avant. Ça, c'est poche. Mais c'est comme la bourse, là. Tu voulais mettre une action, mais... Ou tu voulais vendre. Il est trop tard. Tu voulais vendre, mais là, t'as... Oh, ouais, je suis pas sûr, je vais attendre. Finalement, il est trop tard. Tu coaches aussi au soccer. Tu m'as dit ça juste avant le podcast. Fait que ça, je trouvais que c'était intéressant parce que vous avez en arrière de toi, on le voit peut-être un peu sur la caméra, mais derrière toi, il y a plusieurs trophées. Puis tu m'as dit que c'était tous les trophées remportés dans les 13 derniers mois, t'as dit? Ouais, puis on en a un autre qui est pas là parce que quand on en remporte un, on a remporté un en fin de semaine à Saint-Eustache. Quand on remporte un trophée, on laisse à chaque jeune qui passe 2 ou 3 jours entre les pratiques avec le trophée chez eux. Ah, c'est le fun, ça. C'était le fun au premier, là, on dirait qu'ils trouvent ça moins magique. Là. En tout cas, c'est quand, mettons... Trop de trophées. Puis juste mettre ça en contexte, son coach, j'ai 10 ans. Ouais, au soccer. Au soccer, je sais pas si on l'a dit. C'est du soccer d'élite, c'est de la première division. Ça reste des petits jeunes, c'est pas des Lionel Messi, mais c'est les meilleurs de leur âge dans la région qui jouent toujours contre les meilleurs de leur âge ailleurs. Souvent, nous autres, on joue ici à la Naudière et à Laval, mais en tournoi, tu pognes beaucoup d'équipes de Montréal. Les clubs de Québec viennent toujours ici pour pogner du calibre. Fait que c'est du beau soccer. Sérieusement, c'est vraiment beau. Est-ce qu'ils ont joué aussi extérieur du Québec, mettons, dans des tournois? On est allé à Boston l'année passée. On était éliminés le match avant la finale. Le dernier match de poule par un but. C'était écœurant. C'était hallucinant. C'était vraiment le fun. On jouait contre les meilleures équipes de la région de Boston. C'était débile. Une couple de parents, moi j'y vais pas, une couple de parents qui vont faire un mondialito en Espagne puis au Portugal. Ça va jouer des matchs là-bas. C'est dispendieux puis c'est pendant les horaires d'école. Nous autres, on a décidé comme famille, c'était mieux pas tout de suite pour mon gars. Mon gars va avoir 10 ans. Il est jeune. Ouais. Mais c'est le fun. On va à Ottawa souvent. Comme là, ça va à Ottawa le 20 avril, jouer contre 2 académies privées là-bas. Okay. Le TFC a une académie satellite à Ottawa. Puis OSU, c'est une autre académie super reconnue là-bas. Fait que tu sais, c'est le fun d'aller un peu plus loin. Ça fait une couple de temps qu'on l'a pas fait, mais on aime ça jouer contre des équipes plus vieilles. On a vraiment une bonne équipe. Ça marche comment? Vous faites, c'est vraiment des équipes hors saison, ça, contre des, mettons, contre des équipes plus vieilles? Le soccer d'élite est à l'année. OK. Puis, on a joué contre des équipes plus vieilles de Repent, à Repentigny. C'est là que je coach. Puis, on a joué contre des équipes plus vieilles. D'ailleurs, mais c'est dur de convaincre une équipe plus vieille de venir jouer contre des plus jeunes quand ils savent qu'ils risquent de perdre. Parce que toi, t'es coach, mettons que ton équipe est moyenne, mais tu te bats pour faire une bonne job, puis tes parents, ils te second-guessent tout le temps, puis là, tu t'en vas pogner une équipe plus jeune, puis tu perds. C'est pas bon pour toi comme coach. Fait que c'est dur, mais c'est le fun pour avoir de l'adversité. Puis tu sais, je dis je coach, mais je coachais, j'ai arrêté de coacher il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, parce que mon gars était prêt à l'Académie de l'Impact, puis lui s'en va de l'équipe. Puis j'ai songé à garder l'équipe quand même ici à Repentigny, même si mon gars s'en va ailleurs, mais c'est les mêmes jours. Fait que j'ai le choix de continuer à coacher une équipe puis manquer cette aventure-là avec mon gars parce que tu sais pas combien de temps que tu vas à l'académie. L'après-académie puis l'académie, en fait, c'est l'après-académie. Tu y vas 1 an, puis tu repasses faire des sélections. Tu vas 1 an, tu repasses faire des sélections. Fait que mon gars va peut-être vivre ça juste 1 an. J'ai le goût de le vivre avec lui, j'ai le goût de l'accompagner, il est stressé. Mon gars a 10 ans, il va jouer avec des 11 ans. Ils l'ont surclassé d'1 an. Il a besoin de papa. Fait que je veux l'accompagner là-bas, fait que je viens de dire que j'allais plus coacher. Puis quand ils te prennent, tu reçois la réponse à la fin février, puis tu commences juste à la mi-avril. Fait que là, il reste un mois. Un mois à réfléchir à tout ça. Les deux, exact. Tu sais, fait que... Mais je vais recoacher, je vais me repogner une autre équipe. Moi, j'aime ça coacher des jeunes. Donc là, tu coacheras pas, mais tu vas le suivre dans ses pratiques, tout ça. Là. Ouais, puis c'est nono, mais c'est 4 fois semaine. Faut aller le porter. C'est à Montréal, on est en banlieue. Fait que, ça va être... Ouais, quand même. C'est pour ça que j'ai décidé de pas coacher une autre équipe. Mais je te le disais avant le podcast, on a pogné les petits jeunes à 7 ans.
tu as un lot de jeunes, puis tu montes une équipe d'élite là-dedans. Fait que tu piges des joueurs, tu veux piger les bons, tu fais des équipes, mettons, l'été c'est une équipe, l'hiver c'est une équipe, l'été c'est une équipe, l'hiver c'est une équipe. Okay. Fait que si tu fais un mauvais choix, t'es pris avec 4-5 mois. En même temps, ils ont 7 ans. Pas de bon choix, pas de mauvais choix. Le meilleur à 7 ans et puis le meilleur à 10 ans. Là. Puis le meilleur à 10 ans, il est souvent plus le meilleur à 15 ans. Ça change beaucoup. Puis comment tu fais pour trouver un équilibre justement entre le fait que c'est des enfants puis qu'il faut qu'il y ait du plaisir, puis la performance, parce que là, c'est quand même élite, fait que j'imagine qu'il y a un souci de performance quand même. Le seul critère que j'ai toujours eu, c'est l'effort. Que tu ailles 7 ans, 10 ans, 15 ans, 24, peu importe, mets ton effort maximum. Si tu mets ton effort maximum en entraînement, c'est-à-dire d'être concentré puis d'apprendre, vouloir venir apprendre, d'essayer d'appliquer en entraînement, puis dans les matchs, d'essayer d'appliquer ce que tu as appris en entraînement. Et ça, toujours en donnant l'effort maximum. Si tu fais ça, tu peux pas... T'sais, si les jeunes font ça, tu peux pas exiger autre chose. En fait, tu n'as pas le droit d'exiger un résultat au soccer. Ouais, c'est ça que tu me disais. Ouais. Tu peux pas exiger un résultat, tu dois te demander qu'est-ce qui pourrait aller au résultat et tu exiges ce que ça prend pour aller au résultat. Après ça, tu as des bonnes chances d'avoir le résultat, mais à un moment donné, je sais pas, tu as une génération faible, tu as un joueur qui se blesse, tu as des joueurs qui changent de club. Au soccer, tu peux changer. Moi, on est à Repentigny, mon gars, il s'en va jouer à l'Impact, mais il aurait pu aller jouer à Terrebonne, il peut jouer. Tu sais, les joueurs peuvent bouger au soccer. Okay, ouais. Fait exiger des résultats, il y a trop de données. Puis ça reste de la chance, ça reste un jeu. Tu pognes 2 poteaux dans un match, tu es éliminé, tu gagnes pas la finale. Contre le but poteau intérieur, tu sais, ça de différence, puis tu gagnes un tournoi. Fait que tu peux pas exiger des résultats, tu peux pas exiger des victoires, mais tu peux exiger un sérieux, une concentration, puis un effort. Nous, c'est tout ce qu'on a exigé depuis le début. Surtout que j'imagine qu'à cet âge-là, il y a tellement de... Tu sais, quand tu as atteint un niveau élite, toutes les équipes sont sensiblement du même niveau, puis... oui, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, mais c'est quand même serré. Tandis que là c'est des jeunes, fait que j'imagine qu'il y a tellement de trucs qui peuvent faire en sorte, mettons, une journée, ce jeune-là, il est pas dedans, puis ça il tente moins. Ben, c'est pour ça que c'est comme... si tu formes une équipe... Amuse-toi, puis je vais être content. Si tu formes une équipe... Tu sais, moi, mon point, c'est que tu n'auras jamais de plaisir dans mon équipe, même si tu as 9 ans, 10 ans, si tu ne travailles pas fort. Si tu mets pas l'effort, impossible que tu aies du plaisir. Après ça se peut que tu mettes plein d'efforts et ça marche pas. Ça arrive. Mais si tu mets plein d'efforts, tu risques plus d'avoir du plaisir. Ouais. Si tu formes une équipe qui apprend les principes de jeu, qui apprennent, tu sais, non, mais contrôle orienté, jouer large, écarté, si ça marche pas, tu décroches. Je veux dire, c'est super simple du soccer. C'est vraiment simple. En même temps, on peut le complexifier comme on veut, là, mais à la base, le soccer, c'est simple. Le hockey est simple aussi. N'importe quel sport est simple à la base. Après ça, on peut, dans le 3 à 15 ans, on va le complexifier un peu, là, mais pour l'instant, c'est simple. Il y a un moment pour le complexifier. Il y a un moment, exact. Pour l'instant, c'est simple. Fais ce que tu as à faire dans un petit... Mais si toute l'équipe sait ce qu'elle a à faire, est capable de compenser pour un joueur ou deux qui ont une mauvaise journée, parce que les 13 joueurs de l'équipe sont pas bons en même temps. Fait que, c'est d'enseigner quelque chose à l'équipe, d'exiger la ponctualité, d'exiger des présences aux entraînements. Puis, tu sais, si le jeune ne s'amuse plus, il ne performera jamais. Fait qu'il faut que les jeunes s'amusent. Il faut absolument qu'ils s'amusent. Ouais. Puis, souvent, c'est les 15 dernières minutes d'un entraînement. Les 20, tu sais, ils aiment ça faire des pénaltys les jeunes. Ben, faisant des pénaltys. Oui, tu as l'impression que tu perds du temps d'apprentissage. Mais si tu fais pénalty puis qu'ils ont hâte puis ils s'amusent, ben ça va te rester 80 minutes avant ou 55 minutes de super bon travail avec le nanan au bout. On va faire des pénaltys à la fin. Oh ouais, c'est important. Mieux vous travaillez, on va peut-être faire 30 minutes de pénalty. Ils veulent faire des corners, ils aiment ça faire des corners jeunes. Ben, on va faire des corners, mais on a un entraînement avant, tu sais, travailler bien. Fait que c'est important qu'ils travaillent bien, mais c'est important que s'ils travaillent bien, ils s'amusent. Parce que s'ils s'amusent plus, puis tu cries après les jeunes, puis qu'ils sont stressés de donner, ils performeront pas, tu n'auras pas de fun, les parents vont être en tabarouette contre toi, ça va mal aller. C'est un domino qui va en faire tomber d'autres. Ouais. Mais... C'est-tu moins pire dans le soccer que, pas du tout. Que le Zéro. hockey? 0-0. Tout le monde va dire c'est moins pire au soccer, 0. Il y a autant d'intensité au niveau des parents, mettons, puis... il y en a plus. Y a-tu des coachs... Autant, sinon plus. Y a-tu des coachs intenses et à 10 ans, il y a des cartons rouges à des coachs. Ah ouais. Moi, j'ai vu un coach la semaine passée au tournoi Saint-Eustache. C'était un papa coach, frapper son enfant. On est allé voir l'organisation, puis ils l'ont sorti. Là, ils n'ont pas fait coacher le dernier match. Ça n'a pas de sens. Là, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, au soccer, c'est très multiethnique. Très, très, là, vraiment. Ben oui. On n'a pas toutes les mêmes références. On ne vient pas toutes de la même place. On n'a pas toutes les mêmes exigences. Il y a plusieurs différences culturelles.
Moi, j'amène une façon de voir les choses. C'est sûr, les parents africains, maintenant dans mon équipe, ils n'auraient pas amené ça pareil comme moi, c'est sûr. Là. Un moment donné, ils comprennent que tu t'en vas à la bonne place. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est intense avec des références différentes, avec des niveaux de patience différents. Tu as des parents dans d'autres cultures qui sont très hard sur leur enfant, là, vraiment. Là. Puis tu en as d'autres qui sont lousses, mais c'est aussi pire que le hockey. En fait, puis on a réalisé ça il y a une couple de mois. Au soccer, ça s'appelle la D1, c'est la première division. À un moment donné, tu as du 2A qui arrive, tu as du 3, mais là pour l'instant, tous les clubs d'élite sont en A. Tant que tu es dans l'équipe le plus haut, les parents n'ont pas fait de deuil. Ils croient tous à leur enfant. Que ce soit au hockey, que ce soit au soccer, je suis sûr que c'est le même au football, je ne l'ai pas vu, mais j'en suis convaincu. Tant que le parent n'a pas fait un deuil, il continue de faire vivre le rêve à son enfant, il vit un peu intérieurement, il veut le meilleur, il veut donner des cours privés, il veut de l'extra, il croit. Puis tu arrives en deuxième division, tout le monde est plus relax. Okay. Il y a de l'intensité quand même, mais l'équipe existe plus qu'une somme d'individus. Le difficile en 3A puis en D1, c'est de créer une équipe avec plein d'enfants qui ont un petit quelque chose de spécial. En D2 puis en local, l'équipe se crée, ils sont là pour ça. T'sais. Mais dans le niveau le plus haut, c'est comme ça au hockey, il faut que tu trouves un moyen que l'équipe se tienne, même si tous les parents, ils croient tout plus à leur enfant, puis ils calculent tout le temps de jeu. Pas tout, là, mais tu sais, mon enfant joue plus, il joue pas à telle position. Tu sais, je veux dire, c'est très, très, très individuel. Puis si tu réussis à faire lever la sauce, collectivement, là, tu peux faire des trucs magiques. Ouais, moi, il n'y a aucun jeune qui peut dire qu'il a marqué un but. Jamais je veux entendre. Je veux pas que personne demande qui a marqué. Je veux pas que personne dise qui a marqué. Ah ouais. Je veux zéro d'emphase sur les buts, parce que c'est la pire chose qui peut arriver au soccer. Au hockey, c'est important les buts, là, mais soccer, ça l'a encore moins. Tu sais, ça me piète, là. Il a jamais marqué un maudit but, là, puis il est super bon avec l'impact. Il y a tellement de joueurs sur le terrain. Le rôle de chaque joueur est tellement différent que je veux rien savoir des buts. Et comment je vais récompenser mon défenseur super défensif, central, n'importe quoi? Comment mon milieu central, il va marquer un but une fois par mois. Comment je vais lui dire qu'il est bon? Si tout le monde qui marque des buts, qui joue haut sur le terrain, eux autres, ils se font aller. Ouais. Ça prendrait plus de coachs comme toi. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Ben peut-être, pour eux, ça a super bien été, ça me déçoit tellement depuis coacher. Ça me fait de la peine, mais tu sais, je vais accompagner mon enfant. Je suis un papa avant d'être un coach. Là. Mais c'est, tu sais, puis en même temps, des fois, je suis quand même moi, je suis exigeant sur l'effort. Tu sais, même avec mon enfant, je suis exigeant sur l'effort. Il y a des parents qui n'étaient pas toujours d'accord avec moi, mais à la fin, ils étaient tous d'accord avec moi. Au début, je suis très exigeant sur l'effort. Après ça, le reste, fait des erreurs, mon ami. Puis ça dépend comment c'est fait aussi, là. Exigeant sur l'effort, mais c'est ça, si tu acceptes l'erreur, genre. C'est important d'accepter qu'ils fassent des erreurs. Surtout en bas âge. Ouais. S'ils ont peur de faire des erreurs tout le temps, ils s'exprimeront pas puis ils se développeront pas. Il y a aussi dans la façon aussi de démontrer si t'es mécontent, il n'a pas assez donné un effort. Là. Tu sais, je pense au coach de hockey là, qui a gueulé après son jeune. Ou cette île. Ouais, c'est ça, dans ce coin-là. Mais il y en a, tu sais, au soccer. Il y en a tellement. Là. Il y a une façon de le faire. Ouais. Puis c'est pas comme ça. Là. Il y a une ça façon, donne rien de le faire comme ça. Il y a un moment, tu sais, moi, mon aussi, fils était dans mon équipe, je ne pouvais pas me permettre de faire cette intervention-là pendant le match sur le banc. Ouais, c'est touché. Là. C'est touché. Parce que tu ferais-tu la même intervention avec un autre jeune qui n'est pas ton enfant? Non. Ouais. Fait que c'est très dur coacher. C'est pas facile, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus facile coacher quand ton enfant n'est pas dans l'équipe. Mais quand tu as encore des enfants, c'est difficile de mettre dans l'horaire, aller supporter ton enfant puis coacher. Mais, je vais donner un exemple. Mon gars, des fois, il était surclassé, il allait jouer pour la région à la Naudière, il était pas là dans notre club de Repentigny. Écoute, je coachais, mon gars, zéro émotion. Okay. Juste, tu sais, on y va. Mais quand ton enfant est là, il faut que ton enfant ait un sourire pour que tu puisses faire à 100% ta job de coach. Puis quand ton enfant va bien, puis qu'il met l'effort, puis qu'il s'amuse, ben tu peux être un super bon coach. Mais si ton enfant, il va mal, si ton enfant, il bougonne, si ton enfant, il met pas d'effort cette journée-là, même si ton enfant se blesse, c'est très, très dur Tu deviens un père. Ouais. C'est très dur de rayer ça, puis de dire non, je suis coach rationnel, moi, je suis pas émotif. T'sais. Non, on est tous impliqués émotivement. Parce que quand mon gars était pas là, je pouvais juste coacher. C'est ça que je veux le refaire, ça va être bientôt. Ça va être moins difficile, mais en même temps, moins difficile. Ça doit être le fun d'avoir son gars. Là. Ben oui, gagner un championnat avec ton gars, c'est cool. C'est clair, ouais. Mais il y a d'autres plaisirs à aller chercher. Je pense qu'aussi, d'avoir de bons adjoints qui vont te challenger, mais qui vont avoir du respect pour toi, puis assez proches pour que quand il y a une réussite, tu puisses la vivre avec eux autres, c'est le fun. C'est cool. Ça prend un esprit d'équipe et une valeur, comme vraiment des valeurs d'équipe. On va conclure ça. C'est quoi ta vision à long terme pour DLC, puis à long terme, tes objectifs pour les prochaines années, mettons 5-10 ans?
J'aimerais amener la marque DLC, la renommée, le branding DLC, j'aimerais l'amener ailleurs que sur le web. OK. Super dur à faire. C'est vraiment dur parce que quand tu arrives à la radio, tu vas amener ta marque dans un marché rempli de compétiteurs. Tu sais, 98.5 ne va pas me donner une tribune. Ils ont déjà leur sport, ils ont déjà leur monde sport. La radio, t'aimerais ça, toi, justement? J'aimerais ça beaucoup, mais on trouve pas de lien. Tu sais, 91.9, ça a marché un peu, mais à un moment donné, on était devenus compétiteurs qu'eux autres. Okay. On peut pas renouveler ça, tu sais, ça a été compliqué. Fait que tu sais, c'est dur. Et télé, c'est encore pire. On a déposé plein de projets télé, puis ça marche pas. On nous dit non. Après ça, je vois un peu le même concept dans cette station-là. Fait que ce que je comprends, c'est qu'on donne des idées, mais ils n'ont pas intérêt à le développer avec un compétiteur. Tu sais, parce que, mettons, je vais prendre RDS, puis c'est pas RDS que je disais, mais je vais prendre RDS. Pourquoi ils nous donneraient de la place à la télé quand sur le web, on se bat pour le même temps d'un lecteur? Ils vont pas vouloir grossir le nombre dans les coulisses pour après ça aller se battre contre lui sur Internet. Fait que, il faudrait qu'on y apporte quelque chose de l'autre côté énorme. Ça pourrait, c'est un peu là qu'on essaye de rentrer là-dedans, mais l'objectif, ce serait d'amener la marque ailleurs que sur le web. C'est ça que j'aimerais faire. Je l'ai essayé, pour l'instant ça marche pas, mais on va réessayer. Je n'abandonnerai pas, on va essayer. Puis à très court terme, c'est de diversifier notre offre sur le web. Pour l'instant, on offre des textes. On avait déjà fait des petites capsules radio sur Internet. On veut faire un podcast bientôt. On ne sait pas s'il est vidéo ou audio. Mais il faut qu'on diversifie l'offre. Ça va super bien au niveau des textes. Mais j'aimerais ça offrir d'autres choses. Par contre, il y a toujours une limite de temps et une limite d'argent. Produire un tu sais, je dis sinon, mais t'es tout seul, ok, en ce moment. Ça te coûte pas super cher, mais ça te coûte du gaz jusqu'à Trois-Rivières. Ça te coûte je sais pas, t'es parti à midi et quart, mettons, midi et demi, je sais pas. Ouais, midi 45. Bon, midi 45, tu vas revenir à quoi, 4h30? Je sais pas, 5h? Ça prend à peu près 1h05. Bon, t'as une après-midi complète. Après-midi complète. Matériel aussi. Matériel, exact. Fait que tu sais, t'as un coût d'opportunité que tu peux pas faire autre chose pendant ce moment-là. Tu vas faire du montage. Aussi, oui. Tu vas l'envoyer en ligne. À un moment donné, tu vas vouloir vendre des pubs, tu vas vouloir faire commencer par quelqu'un. Fait que, tu sais, on veut rajouter de l'offre. On veut trouver un moyen qu'on puisse se le payer. T'sais. Si j'enlève, je vais donner un exemple précis, si j'enlève tous mes textes du mercredi après-midi parce que j'enregistre, j'enlève tous mes textes du jeudi matin parce que je fais du montage, puis le vendredi après-midi, j'écris plus sur le site parce que je veux promouvoir mon podcast, on va perdre des revenus, puis on pourra pas, ça sera pas intelligent, ça sera pas rentable. Fait qu'il faut que je trouve un moyen de rentrer ça dans la patente. Ouais. Puis je veux pas non plus faire un podcast par quelqu'un d'autre que moi. Okay. J'aimerais ça qu'on soit plusieurs, mais je peux pas dire je vais engager tel journaliste ou tel animateur puis faites un podcast dans les coulisses. Je pense que pour l'image de la marque, le premier podcast qu'on va faire ou le premier truc radio, web ou n'importe quoi, il faut que je sois dedans. J'ai pas dit qu'il faut que je sois la vedette, il faut que je sois tout seul puis tout. Tu sais, il faut que je sois dedans. Il faut que je sois impliqué à quelque part. Okay. Ben, avoir un certain contrôle aussi. Là. Aussi. Si tu veux que ce qui est dit dans le podcast, ça rejoigne tes intérêts, que les questions posées soient ce que toi tu voudrais savoir ou ce que tes lecteurs voudraient savoir, c'est toi. Ouais, c'est mais je pourrais laisser tes lecteurs aussi, je pourrais laisser Kev puis mettons Wilson faire quelque chose, tu sais, je leur fais confiance, je sais que ça. Mais s'ils font quelque chose, j'aimerais ça y participer. C'est juste ça. Si tu participes pas du tout, ça perd un peu le stem dans les coulisses, du moins pour commencer. Après ça, si on, tu sais, il y a plusieurs étapes, mais en tout cas, on aimerait ça diversifier, mais surtout, j'aimerais ça continuer d'avoir la motivation de livrer ce qu'on a comme produit, que l'équipe reste, tu sais, on est bien en ce moment. On a un beau site, on a un beau produit, je suis super heureux, les gars sont heureux, ça me permet, tu sais, c'est nono, mais ça me permet de passer beaucoup de temps avec ma famille. Je veux pas que ça change. Tu travailles de chez vous? Je travaille beaucoup. Ouais. Je travaille de chez nous souvent. Ouais, il y a souvent des imprévus, j'imagine. Là. Comme tantôt, tu disais, la fête à ton fils, grosse crise à gérer cette journée-là. C'est plate cette journée-là, mais quand tu regardes l'année au complet, c'est pas si pire. Il y a d'autres moments que tu étais là, puis que d'autres parents n'auraient pas toute la journée. Je suis là tous les soirs. Ouais, c'est ça. Mon gars, il est rentré, puis allô? Il me cherche dans la maison, mais il arrive ici, il est habitué, je suis là. Je suis là avec mes enfants. Il y a beaucoup, tu sais, j'adore ce qu'on fait, fait que je veux garder la motivation de le faire, puis je veux que ça continue à bien aller. Par contre, le web se renouvelle à vitesse grand V, tout change, il y a des compétiteurs tout le temps. On peut pas relâcher la pédale de gaz une journée ou deux. Il faut toujours travailler fort pour le garder. Tout le temps d'actualité, puis même des fois un step avant, parce que... Tu sais que ça fait 1 heure, je peux aller sur mon sel, il y a peut-être...
je vais déjà être en retard, là. On va arrêter le podcast, je vais aller voir c'est quoi, ouais, cool. Ouais, c'est chargé, mais j'imagine que t'aimes ça. J'adore ça. On tripe. On a du fun. Écoute, merci d'avoir été là. C'était super intéressant. Je trouve qu'on a parlé de vraiment de trucs diversifiés, fait que ça rejoint beaucoup des intérêts que je voulais aller chercher avec toi. Fait que merci d'avoir été là. Cool. Merci de l'invitation. Où on peut te retrouver et retrouver DLC? Le plus simple, dans lescoulisses.com sur Internet. Puis sinon, on s'appelle DL Coulisses, DLC Oulisses. Parce que dans les coulisses, le S rentrait pas. Puis je voulais pas l'air de quelqu'un qui fait une faute. Mais DL Coulisses, avec un S partout. Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous trouver à peu près n'importe où. Mais sur le site, il y a tout dans lescoulisses.com. Parfait. Merci. Cool. Yes.